Avec nous, on va pouvoir commencer, puisque Sacha Rajnovac vient d'arriver, on va pouvoir commencer. Les autres ne devraient pas tarder, donc ne vous inquiétez pas, hein, s'il y en a quelques-uns qui rentrent un petit peu en retard. L'heure de début n'est pas encore tout à fait fixée. Alors, avant de présenter l'intervention de ce soir, je vous rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas vu dans ce qui a été distribué par Corinne à l'entrée, un changement de programme. Le changement de programme qui était annoncé, il n'était pas certain, mais ça y est, il est maintenant. Nous avons la chance, le plaisir de recevoir exceptionnellement Pontalis, que vous connaissez certainement. Je hésite parce qu'à chaque fois, il va falloir que je m'y fasse. Je ne sais pas si c'est Jean-Bertrand ou Jean-Baptiste. Non, ce n'est pas Jean-Baptiste, c'est Jean-Bertrand. Il n'aime pas du tout qu'on l'appelle Jean-Baptiste pour tout un tas de raisons. C'est JB Pontalis, Jean-Bertrand Pontalis, bon, que vous connaissez tous, j'imagine. Et sinon, allez faire un tour sur Google pour voir l'ensemble de son œuvre. C'est un des derniers grands psychanalystes d'une certaine génération. Il doit avoir bientôt 80 ans, ce cher JB. Il a fondé la Nouvelle Revue française de psychanalyse. C'est lui qui s'est battu avec Jean-Paul Sartre sur le fameux fait divers de l'homme au magnétophone. Je vous dis ça parce qu'il interviendra sur ce sujet-là. Il y a une exposition au Grand Palais dirigée par Jean Clair sur les faits divers. On parlera beaucoup de Dostoïevski, Crime et Châtiment. Et c'est J.B. Pontalis qui a fait la préface du catalogue de l'exposition de Jean Clair. Vous avez probablement vu l'expo Mélancolie il y a quelques années. C'est un petit peu la même chose, les faits divers tragiques. Bon. Et J.B. Pontalis donc s'intéresse aux faits divers. On va voir ce qu'un psychanalyste peut nous en dire. Ce sont des petits romans singuliers. Et l'un des faits divers majeurs de la psychanalyse, c'est l'homme au magnétophone. J.B. Pontalis était le secrétaire de Jean-Paul Sartre dans la revue des Temps modernes. Et ils se sont fâchés bêtement pour une raison éminemment importante pour tout psychanalyste et artiste créateur. C'est que, je ne me souviens plus qui, mais un des trois fondateurs des Temps modernes, avait eu cette idée saugrenue de prendre au magnétophone l'enregistrement d'une séance d'analyse et d'en faire part au psychanalyste qui en était totalement abasourdi, n'a pas du tout voulu que ça se passe comme ça, a repris la cassette, on a appelé la police, bon, etc. Et J.B. Pontalis a quitté Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre voulait qu'on puisse percevoir la mauvaise foi des psychanalystes enregistrés au magnétophone. Voilà un des faits divers majeurs de la psychanalyse et de la philosophie française. Bon, bref, JB parlera de ça et de tout un tas d'autres choses. C'est pour le 15 mars 2010 et on remercie Daniel Urvig qui devait intervenir sur Melville ou les ambiguïtés. Eh bien, notre ami Daniel Urvig interviendra probablement en début d'année prochaine. Ce soir, donc, merci d'être là malgré le temps, très froid sur Paris, visiblement, et nous avons la chance de recevoir, qu'elle ait répondu à notre invitation, Céline Masson, qui sera accompagnée de Michel Nedjar. Céline Masson est psychanalyste, maître de conférence à l'Université Paris Diderot, co-responsable du groupe de recherche Pandora, quel joli nom, Pandora, sur les processus de création, Centre de recherche psychanalyse et médecine Université Paris Diderot. Michel Nedjar est artiste, cofondateur du musée d'art brut La Racine. Alors Céline Masson, on voulait l'inviter depuis un certain temps pour tout un tas de raisons, malgré son jeune âge. Elle a une bibliographie conséquente, des travaux importants qui nous intéressent sur la question de l'anthropologie du visuel, sur la question des métamorphoses du corps, sur art et création, enfin bon, tout un tas de choses. On avait vu passer un de ses textes sur Hans Bellmer, un de ses textes, même en brésilien, on l'avait vu passer parce que personne n'a travaillé sur ce roman exceptionnel pour un psychanalyste qui s'intéresse à la création, le roman de Bioy Caceres, L'invention de Morel, c'est un continent. On l'invitera un jour, Céline Masson, à nous faire part de tout ça. Aujourd'hui, elle
Elle intervient avec le titre suivant, Le travail du temps à l'image, à partir des photos de médaillons prises par l'artiste Michel Nedjar, donc ici présent. Et ils seront discutés par Johan Loisel, qui est un peu souffrant, donc ne lui en veuillez pas trop, mais qui est là et qui va discuter donc Céline Masson et Michel Nedjar. Johan Loisel, vous le connaissez, il est psychiatre, psychanalyste, il travaille dans le service ici, en particulier à l'hôpital de jour de l'Institut Mutualiste Montsouris. Voilà. Merci de cette présentation, merci à vous de nous inviter. Et je dois dire, je suis aussi très heureuse d'être aux côtés de mon ami Michel Nedjar, avec qui nous travaillons depuis quelques années maintenant, depuis Schmattès. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot de Schmattès. Nous sommes tombés l'un sur l'autre avec ce mot, Schmattès, qui veut dire en yiddish le tissu déchiré. Et c'est lors d'une exposition qu'il a faite de ses poupées à la Halle Saint-Pierre que j'ai vu ce mot, comme je dis, relevé à la verticale de la vie. Et Michel parlait donc de ces poupées et qu'il fait avec des Schmattès. Et je me disais, mais qu'est-ce que ce mot fait là ? J'allais voir cette expo et je vois ce mot. Et effectivement, ce mot, c'est un mot d'histoire pour moi. Un mot d'un grand-père qui était dans les Schmattès. Parce qu'on dit être dans les Schmattès, c'est dans les vêtements, dans la fripe, dans les vêtements de peu. Et ce mot était effectivement l'occasion d'un travail. C'est un mot métaphorique. C'est un mot qui m'a fait beaucoup travailler grâce à Michel Nedjar. Et nous avons fait une route ensemble. Nous avons fait, j'allais dire, des boutiques de tailleurs ensemble. Et c'est à cette occasion aussi qu'il est allé pour le colloque qu'on préparait, Schmattès, la mémoire par le rebut au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Il a fait une certaine route extrêmement intéressante pour moi. Il est allé dans un cimetière de Bagneux, cimetière juif de Bagneux, et il a photographié. Il le dira bien sûr à sa manière tout à l'heure. Il a photographié des médaillons qu'on appose donc sur les tombes. Il les a appelés, donc nous avons ensuite publié ce travail, Schmattès, la mémoire par le rebut, et à cette occasion, je lui ai demandé donc de présenter son œuvre, l'œuvre qu'il a faite pour ce travail. C'était beaucoup de photos, effectivement. Il a pris des photos de tissu, des mains dans le tissu, des machines à coudre. Le travail du tissu qui est un travail de matière et un travail pour moi de mémoire, bien sûr. Alors la route aussi qu'ont fait les Juifs avec ce métier-là, puisqu'ils étaient souvent dans les Schmattès et ils étaient souvent tailleurs. Donc on a refait un peu cette route ensemble et lui-même a fait un travail esthétique à partir de ces gens qu'il rencontrait, des témoignages qu'on a eus aussi, de personnes qui parlaient de leur métier de tailleur. Donc voilà un peu le début de notre histoire avec Schmattès et on ne s'est pas quitté depuis. Voilà, donc c'est un magnifique travail, je trouve, que je fais avec Michel Nedjar. Et nous sommes en train de travailler autour de ces images. Alors, ce sont des images qui ne sont pas, j'allais dire, faciles de lecture. Il les appelle, donc tu le diras après, pourquoi, il les appelle, lui, c'est son œuvre, comme tu dis, ce sont des images dévorées. Dévorées par quoi ? Dévorées par le temps, dévorées par la matière. Et ça me semble effectivement une occasion, vraiment au sens fort du mot occasion, une occasion de travail pour nous, analystes, que ces images. Parce qu'elles nous renvoient bien sûr à la temporalité psychique, j'essaierai de le montrer. Et il essayera aussi de me dire comment ça résonne pour lui, cette notion de symptômes, parce qu'il me dit, mais toujours tu reviens avec tes symptômes, et il me dit, il faut aller plus loin. Alors on va essayer de travailler ensemble ce soir. Je crois que nous allons ensemble travailler, je l'espère, puisque j'aimerais qu'on décolle un peu de notre... Et il m'invite à ça aussi, à décoller de mon texte, bien sûr, parce que j'ai écrit. Alors j'aimerais vous faire part quand même de ce travail d'écriture,
C'est comme ça que je travaille, c'est par l'écriture, hein, et ça me fait avancer. Donc j'ai envie de vous restituer aussi des choses que j'ai écrites à partir de ces images. Et il va, lui, rebondir, il va m'interpeller, et j'ai envie aussi d'aller avec lui vers ce vers quoi il m'interpelle, et il nous interpelle. Parce que je pense que l'artiste, les artistes nous disent des vérités. Et je crois qu'on a beaucoup de chance de l'avoir ce soir, parce que j'aime l'entendre, et il me fait vraiment avancer, il me fait écrire. Alors, je vais vous passer après les images. J'aimerais quand même revenir à la notion d'image et d'où vient ce mot d'image. Alors, dans un précédent travail autour de la fonction de l'image dans l'appareil psychique, j'avais effectivement donné cette définition de la notion des imagines, qui sont les images, et qui étaient, je ne sais pas si vous le savez, qui étaient donc des empreintes faites à la cire sur le visage du mort. Et on se faisait passer ces visages, qui étaient donc des images, autour de la table, funéraire, hein, autour de la rencontre autour du mort et de la remémoration des souvenirs du mort. On se faisait passer son visage empreinte, donc ce visage emprunt à la cire. À partir de cette empreinte, on fabrique donc des masques funèbres du défunt, toujours en cire, qui sont peints de la façon la plus ressemblante possible. Alors justement, ça va nous intéresser, cette question de la ressemblance. Qu'est-ce que la ressemblance? La dissemblance, l'informe, la forme. Ces masques funéraires, on les appelle donc des imagines. Ces imagines sont ensuite conservés, pour cela enfermés dans des petites armoires, une par imago, et placées dans l'atrium familial de tous ceux qui descendent de cet illustre mort. Il fallait effectivement avoir des honneurs pour qu'on nous fasse une empreinte du visage. Il fallait être un noble. Et donc c'était aussi bien des hommes que des femmes, ainsi que chez ceux qui sont ses parents par alliance, ayant épousé l'une de ses filles. Alors, je vous renvoie à Florence Dupont, qui a fait un magnifique travail autour de la mort, les morts et la mémoire, le masque funèbre. Donc, la famille donc gardait ces images dans l'atrium, dans la maison familiale. Et cette pratique est paradigmatique de la conservation dans ce que j'ai envie d'appeler l'atrium psychique, de la reconstitution des présences des morts dans la lignée généalogique. Donc ces morts sont là, ressemblants et passants, mais marquant le lieu psychique de leur mouvement de temps. Ils marquent notamment le regard des vivants, qui les prennent en vue pour les avoir à l'œil. Toute figure vue de face contient un mort, puisque dans tout regard vu, le sujet voit non pas son image, mais les imagines dans l'atrium psychique. Il voit les morts en face. Et c'est le contact des regards qui les exhume. Le regard vers un semblable, lorsqu'il y a un lien véritable, c'est-à-dire amour de transfert, donc le regard vers un semblable hallucine le mort en présence de l'atrium. Donc la vue du visage vivant contribue aussi au remaniement des moulages, c'est-à-dire que sans cesse, le visage ressemblant du mort s'approche de plus en plus du vivant vu. Alors, voilà, j'avais envie de repasser par cette définition qui me semble extrêmement intéressante des imagines, puisque ce sont des images de temps. Ce sont des images de temps, et l'image de temps est à jamais un lieu perdu dans le temps. Elle est au seuil du visible et de l'invisible, très distincte dans son apparition. Elle est, on peut dire, fantôme de temps, s'en échappant sans cesse. Et cette image-là a perdu la mémoire de l'objet. Elle est l'ombre du temps. Mais en perdant la chair de la présence, l'objet est devenu à proprement parler une image de temps, c'est-à-dire l'évocation d'une absence. Et c'est justement sur cette évocation de l'absence, de cette notion d'absence, que j'ai envie d'aborder la notion d'image dévorée. Ce que tu apportes comme expression d'image dévorée. Il faudrait d'ailleurs qu'on t'entende sur cette expression. Hein. Voilà, je vous fais passer pour que vous ayez une matière en vue. Hein. C'est vrai qu'on parle, je crois que là, il faut vraiment s'imprégner de ces visages et de ces images. On peut faire peut-être donner un peu moins de lumière, peut-être. Alors vous allez voir, il y en a une qui ressemble à... On a comme ça un peu l'évocation du visage de Freud. Je vais vous les faire passer quand même toutes, quitte à revenir.
je vous remettrai tout à l'heure. Je vous remettrai ça aussi. Voilà, ça vous rappelle rien? Ah, il y a quelque chose de feuille. Vous voyez, on voit que le contour du visage s'estompe, des trous, des taches, des disparitions. Ouais. Voilà, je vais remettre le... On peut... Comment on fait? Non, je me suis trompée. Comment vous... Ah, oui. Voilà. Ah, correcteur, non, c'est là. C'est pas grave, je vais aller manuellement. C'est bon, je vais mettre tout comme ça. Voilà. Ah oui, c'est pour ça. Ouais. Donc on va en venir. Alors vous avez on va en venir. Moi j'ai appelé ça des mnémographies. Alors tu me diras ce que tu en penses. Hein. Il tient beaucoup Michel Nedjar à son titre, hein, à ce titre des images dévorées. Peut-être je voudrais dire quelque chose. Là, tu as dit tout à fait au début, puisqu'on est dans la conversation, puis moi c'est ce qui me plaît, parce que j'ai pas l'habitude. Mais Babylone, si je vous dis, vient de Babil, hein, qui est le bavardage. Hein. Donc on va vous prendre au mot du bavardage. On va être. D'accord, oui. D'accord, très bien. Merci. On va comme ça aussi parler un peu de ce qui nous différencie, ce qui nous lie aussi un petit peu. Parce que tu as dit que, là j'ai relevé, tu disais que ton grand-père était dans les Schmattès, et moi je dis que ma grand-mère était dans les Schmattès. Tu vois, donc, et le Schmattès est vraiment, c'est un mot du côté des femmes. Hein, ma grand-mère avait un stand au marché aux puces, à la porte Clignancourt, au marché Malik, et elle vendait ce qu'on appelle des vêtements d'occasion. Elle était complètement enfouie dans ses vêtements. Et je pense, c'est longtemps, hein, longtemps après, j'ai pensé qu'elle m'avait inconsciemment, ou l'inconscient passait là, où elle m'avait passé son amour des vieux chiffons. Toi, tu dis c'est des vêtements déchirés, malgré... C'est l'origine du mot, l'étymologie du mot schmattès, qui vient de schmata, qui veut dire brisé d'ailleurs, le verre brisé. Mais nous, on l'emploie au sens du tissu déchiré, c'est-à-dire qu'il est à récupérer, quoi. Il est à retisser. Hein. Parce que moi, c'était toujours le tissu qui était mis de côté, qu'on allait refaire revivre, où elle disait souvent, tu as vraiment un schmattès sur toi, ça veut dire que tu avais un vêtement vraiment bon marché, ou mal foutu, ou mal cousu, ou mal... Et donc, ma grand-mère était complètement, je dirais presque, elle envahie de tous ces tissus, ces vieux vêtements. Et j'avais un père, alors lui, il était tailleur, et c'était vraiment ce qu'il y avait de plus neuf, et c'était les années, ce qu'on appelle les années, les 30 glorieuses, où vraiment où ça allait à fond la caisse. Mais lui, justement, était dans le vêtement neuf, disons, c'était le gagne-pain de la famille, et puis bon, les affaires marchaient très bien. Mais ma grand-mère, c'était vraiment... elle essayait de refaire vivre tous ces vêtements, elle vivait de ça, et je l'ai compris après. Donc je dis toujours que ma grand-mère, elle était dans la matière, et mon père était plutôt dans la structure. Quoi, hein. Et ben voilà ce que je voulais dire. Alors,
je vais après vous Parce qu'il y a présenter. quelque chose avec les images aussi dans cette... Voilà, alors comment tu es passé? Parce que c'était vraiment le mot d'ordre, j'allais dire, c'était schmattès. Oui, Et tu es allé dans ce lieu de l'informe, de la disparition, de la perte, prendre ces images. oui. Mais Quel lien tu fais entre la matière, le tissu oui, et alors ces images? je fais un lien parce que normalement je dis pas quel cimetière que c'est. Le cimetière Ah du oui. Balnunieux, je le dis jamais parce qu'on n'a pas le droit de. Ah Il faut l'autorisation pour D'accord. prendre en photo les images des morts. Là, j'étais vraiment j'étais presque. Il y avait un interdit, quoi. Mais bon, j'ai volé les images des morts. Et dans ce cimetière, bon, puisque tu as dit le nom, mais moi je le dis jamais, ça peut être n'importe quel cimetière juif, parce qu'il y a partout il y a ces images. Mais là, quand même, dans ce cimetière-là, il y a ma grand-mère et ma mère qui sont enterrées là. Donc c'est pas un hasard aussi que j'ai choisi ce cimetière. Et donc, je voulais prendre l'image de ma grand-mère. Et quand j'ai regardé autour tous ces médaillons, tout ça, j'étais pris d'une frénésie. Et j'ai vu, parce qu'il n'y a pas que des images dévorées aussi, il y a des images où on voit très bien le visage, c'est très visible, mais je n'ai pas voulu les mettre, justement à cause de cet interdit du visible et de l'interdiction. Là, j'étais un prédateur. J'ai quand même, pour ton travail, j'ai quand même choisi les images les plus dévorées et celles qui étaient les plus, où on ne pouvait pas reconnaître trop le visage à cause de cet interdit. Et donc, j'ai fait quand même un choix sur 100 images de faire un autre film. Et j'ai pris ces images dévorées. Alors, je vais resituer un peu. Donc, elles ont été donc prises dans ce lieu. Et je dis qu'elles donnent à voir des images vestiges. On approche comme on peut avec nos mots ce que nous donnent à voir ces images, les images de l'artiste. D'ailleurs, ça pose la question, qu'est-ce que sont ces images? Tu dis c'est ton œuvre. Oui, je dis le, mais c'est mon travail. C'est ton travail. C'est comme une recherche. Oui, bon, je dis œuvre parce que bon. Non, mais ça fait œuvre, effectivement. Oui, ça fait œuvre. Alors à chaque fois que la première fois que j'ai lu ton article, j'ai fait de lapsus. D'abord vestige, mais à chaque fois je disais vertige. 2 fois je l'ai fait. Bon, je te dis ça. Donc moi, effectivement, je suis allée du côté du vestige. Il y a quelque chose qu'on déterre, même si elles sont tout à fait déterrées. Elles sont à même la... Elles sont pas, pour moi, elles ne sont pas déterrées, elles sont en représentation, elles sont là à la lumière. Visible. Elles sont à la lumière du soleil, du jour. Et maintenant, j'y pense, après avoir lu ton écrit, j'ai réfléchi, je me dis, voilà, c'est une vanité. On veut montrer le visage des morts au soleil. Et donc, c'est tellement une vanité qu'elles disparaissent. Parce que la plupart du temps, moi qui me suis beaucoup intéressé justement aux momies, aux dessins dans les catacombes et dans les grottes, c'est les images sont, disons, les morts sont toujours dans l'ombre, dans cette partie d'ombre souterraine. C'est rare que le vestige soit dehors, quoi, que l'image du mort soit dehors, comme ça, en pleine lumière. Mais il est abîmé, justement, elle s'abîme. Oui, justement. Dans les deux sens, d'ailleurs, elle s'abîme. Oui, elle s'abîme, oui, tout à fait. Oui. Alors, donc ce sont des images fixes, effectivement, puisque c'était un film, tu en as fait des images fixes. Elles sont peu reconnaissables, innommables, mais toutefois, elles sont familières. Et tu dis, elles sont essentielles. Tu me disais, c'était la génétique. Il y a quelque chose c'est comme si on reconnaissait un familier. Alors moi, c'est vrai qu'en photographiant et en filmant, en photographiant ces images comme ça, les unes derrière les autres, d'un seul coup, je me suis aperçu que j'étais que ces visages me disaient quelque chose et que je reconnaissais dans ces visages des membres de ma famille. Et ça m'a fait la même chose que j'étais en Israël. Tu sais, je me suis assis sur un banc pour reconnaître dans ces... Bon, je disais génétique, biologique, tu vois, peut-être c'est de ma façon de voir les choses, mais je reconnaissais et je m'amusais à reconnaître des visages de ma famille. Et surtout,
j'allais dire des fois dans le regard, mais là, il n'y a pas beaucoup de regards. Hein. Mais dans certaines où il y a des regards, là, il n'y en a pas beaucoup parce que les yeux ont disparu, ils sont touchés. Toute l'image fait regard. Oui, c'est toute l'image qui fait regard. Elle nous regarde, même si le regard n'est plus... Mais il y avait une familiarité, en fin de compte, dans les traits. Il y avait quelque chose de familier. Et j'étais assez... j'ai trouvé ça assez merveilleux de retrouver là, dans un cimetière... Du vivant. Et quelque chose de mon histoire. Quelque chose de mon histoire... et ça me plaisait beaucoup. Donc, quand on en parlait ensemble, tu disais qu'elle datait d'avant la catastrophe. Et pourtant, ces visages semblent annoncer presque des images anachroniques. Ce sont donc des représentations de vie, de mort, d'un passage suspendu au-delà du visible. Ce sont donc des photos de photos. Ce sont des photos, j'allais dire, très contemporaines, de porcelaine. Donc il y a vraiment la confrontation entre l'ancien et le contemporain. C'est fragile, la porcelaine. Ouais. Mais pris par du numérique. Pris par du numérique. Donc deux matières se confrontent, le passé et le trait contemporain, qui a l'angoisse de l'effacement. Mon angoisse de l'effacement, je ne sais pas, je crois pas. Pour moi, je ne crois pas. Ça ne m'a pas du tout angoissé. J'ai constaté que même les visages des morts disparaissent, comme les pierres et sans doute les noms disparaissent aussi, mais je n'ai pas du tout angoissé. Ça pose la question des images contemporaines aussi. Quelles sont ces images contemporaines? Pourquoi on prend tellement d'images aujourd'hui? C'est pour ça que je dis l'angoisse. Est-ce qu'on a peur que quelque chose disparaisse, de se séparer, de perdre? Moi, je pense que grâce à ce travail, dans mon travail artistique et plastique, qui m'a aidé justement à accepter cette disparition et cette dévoration. Et je participe à cette dévoration complètement. Je ne suis pas... Je trouve que le travail vraiment le travail m'a aidé à accepter cet outrage à la vie, que tout disparaît, et je disparais, et les choses du monde disparaissent. Donc, disons, je ne pourrais pas dire le mot angoissé. Devant la mort, disons, je ne suis pas angoissé. Pour faire aller un peu plus loin du côté de ton travail aussi, et entendre un peu aussi son mouvement de matière, tu ne fais effectivement pas que de la photo, mais tu fais vraiment un travail de matière, au vrai sens du mot matière, c'est-à-dire tu mets les mains dans le tissu, dans la matière, dans la boue, et tu fabriques, construis des poupées. Vous voyez, on n'est pas loin de la... C'est vrai que je suis passée de la poupée de belle-mère aux poupées de Nedjar. Ça m'a beaucoup intéressé, bien sûr, que ce soit des poupées. Enfin, tu les appelles poupées. Oui, tout à fait. Oui, j'y tiens absolument. Oui, même si c'est pas une poupée, mais je tiens énormément à ce mot qui est un mot très chargé de l'enfance, la fabrication des premières poupées que j'ai fait quand j'étais gosse. Oui, oui. Mais... Par l'interdiction du monde des femmes, justement. Je n'avais pas le droit de toucher aux objets des femmes. Quels étaient ces objets? Mais la poupée. L'idole, la poupée. Les petites filles, c'était les petites filles, oui, le monde féminin, que je trouvais beaucoup plus passionnant que le jeu des mecs et des petits garçons. Et les poupées que tu fabriques, donc, ou les dessins que tu fais, est-ce que c'est est-ce que c'est dans un mouvement aussi de délitement, est-ce que tu fais un travail fragile en même temps, hein? C'est de la boue, ce sont des matières... Elles sont très fragiles, les poupées, parce qu'elles justement, j'aime beaucoup cette fragilité. Et quand je travaille avec un tissu, avec un vêtement, je ne prends que des vêtements qui n'ont été portés et usés. Et quand je ramasse des fois dans la rue un tissu justement qui est abandonné sur le trottoir, qui est un peu sale, aussi la saleté, le passage du temps, je ne peux pas travailler avec par exemple un vêtement propre ou comme on dit clean maintenant, tu vois. Je ne suis pas du tout sensible à ça. Donc, j'aime beaucoup la fragilité de l'œuvre, même des œuvres. J'aime beaucoup la fragilité du papier. Je dessine que sur du papier. J'aime pas trop la toile. Même la peinture à l'huile,
je ne sais pas, il y a quelque chose qui me gêne, tu vois. J'aime beaucoup cette chose qui va disparaître et que je peux voir aussi disparaître avec moi, tu vois. Une matière qui a fait la rue, qui a fait Oui, le... qui a fait le trottoir. Qui a fait le trottoir, Oui, ouais. qui a fait Ah, le ouais. trottoir, ouais. Ouais. Donc, ces images dévorées mobilisent le souvenir des êtres chers par leur imprécision, on le voit, les contours encore sont imprécis, leur déformation, leur dissemblance. J'aimerais beaucoup qu'on travaille sur ce mot de dissemblance. Oui. Elle ressemble, mais en même temps, elle dissemble aussi. On reconnaît, mais pas très bien. Elles deviennent familières. Chacun peut, encore une fois, y voir, y retrouver des visages de proches, des visages intimes. Elles deviennent donc dès lors spécifiques et efficaces. Ces images sont fêlées, cassées, dévorées, usées, effacées, brisées. C'est là qu'on retrouve tout à fait ton travail. Elles sont comme des restes à la surface des tombeaux, des images impures, faisant contraste avec la relative conservation de la pierre. Le temps a infléchi le devenir de l'image, il s'en est mêlé, et c'est ça, moi, qui m'intéresse, effectivement, c'est tout le travail du temps, de la temporalité à l'image. Il s'est saisi de la matière pour la transformer et métamorphoser l'image. L'image est en métamorphose. Et on va voir que dans 10 ans, elles auront encore changé. Elles vont avec le temps. C'est bien l'expérience d'une perte que ces images expriment. Et lorsque nous sommes devant ces images, nous sommes devant le temps, mais devant ce que j'ai envie d'appeler un temps fêlé. Donc j'avais envie de revenir à cette expression de Benjamin, de l'aura authentique. Je ne sais pas comment tu peux entendre ce mot d'aura. Ça va effectivement évoquer la notion d'aura dont parle Walter Benjamin, qui est celle donc du visage dans les premières photographies. Vous vous souvenez peut-être de ce texte de Benjamin, dans l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique, il dit « Cette aura d'une incomparable beauté condamnée à disparaître, qu'est-ce que, à vrai dire, que l'aura? Une singulière trame d'espace et de temps. L'unique apparition d'un lointain si proche soit-il. » Ça, je trouve que c'est très beau. L'unique apparition d'un lointain, si proche soit-il. Donc, c'est vrai. Donc, il y a des images qui n'ont pas d'aura. Ça, c'est évident. On est envahi d'images, je pense, même publicitaires, qui n'ont pas d'aura. Tout à fait, mais moi j'aime beaucoup l'expression de Jean-Luc Nancy qui parle de fond de l'image, ou qui a écrit un livre qui s'appelle « Au fond des images ». Effectivement, aujourd'hui, moi, ma question, c'est effectivement, est-ce que des images ont aujourd'hui un fond? Est-ce qu'on peut sentir ce subjectif dont parle Derrida, Il n'y a plus de support à l'image, il n'y a plus de fond à l'image. Ce sont des surfaces qui sont donc amenées à disparaître très vite, sans travail de matière. Ce sont des images qui n'ont pas, encore une fois, de support. Et des images qu'on peut zapper très vite. Oui, c'est ça. Oui. Et qui ne feront plus empreinte, qui ne feront plus trace non plus dans la mémoire. Ces images, ce sont véritablement des images de mémoire, ces images dévorées. C'est pour ça que je trouvais tellement important pour nous de travailler à partir d'images de ce type, c'est-à-dire qui sont des images de temps, qui sont des images qui font trace, qui font empreinte. Ben, elles sont fascinantes aussi, comme tu le dis dans ton texte, c'est que c'est continuellement en métamorphose. Donc ça bouge toujours et ça crée toujours autre chose. C'est toujours en création. Donc en fait, c'est ça, une image qui serait une image, donc au sens où les philosophes ont pu parler d'image, ou avec un fond d'image, ce sont des images qui sont dans le temps, ce sont des images qui se métamorphosent, qui sont dans le mouvement, qui ne se donnent pas d'emblée, donc qui ont des couches successives, des feuillets. Est-ce qu'on pourrait parler des images à feuiller pour cette image? J'ai l'impression que ces images, c'est pour ça que j'aime parler d'images vestiges ou de mnémographie, elles ont des couches successives. C'est comme si elles avaient des feuillets qu'on pouvait se superposant les unes sur les autres. Alors là, tu vois, moi plutôt, je vois, toi tu vois les couches, moi là pour ces images-là, parce que je travaille beaucoup justement, j'exhume, quand je dis que je crée, que je suis en création, ou quand je rentre en état de création, je dis j'exhume quelque chose, je ne sais pas trop quoi, mais je sens que j'exhume quelque chose, je cherche l'objet ou la poupée que j'enterrais quand j'étais gosse, mais j'exhume quelque chose. Mais là, dans les images, c'est très drôle, c'est le sens inverse pour moi. Je ressens que c'est au contraire, ça se passe devant, c'est pas derrière. Il y a le temps, il dévore ce qu'il y a sur la surface. Oui, mais il y a quelque chose du fond qui apparaît sans cesse. C'est pour ça qu'elles sont, encore une fois, elles nous donnent des traits.
on peut reconnaître un proche. C'est parce qu'à mesure qu'elles sont dévorées de la surface, le fond vient devant. Hein, c'est presque comme si c'est tout le travail du passé, j'allais dire, le travail de l'histoire et de la mémoire. Hein. Il y a quelque chose qui ressurgit du fond de l'image et qui se fait voir à mesure qu'elles sont dévorées de la surface. C'est pour ça que je parle de couches successives de l'image. Elles sont en couches, elles ne seront pas dévorées une fois pour toutes, sinon on ne les verrait plus, il n'y aurait plus rien. Il n'y aura jamais plus rien pour ces images, je ne pense pas. Mais je ne sais pas, dans le mot dévoration, même dévoration, dévorer, on dévore, je dévore. Je n'arrive pas là à te suivre dans cette chose qui arrive je crois à force de dévorer, il n'y aura plus rien, quoi. Il n'y aura plus rien à force de dévorer, donc il n'y aura même plus de reconnaissance. Mais bon, je dévore continuellement mon existence, et l'existence des autres me dévore, on se dévore. Mais si tu veux, c'est une action vers, c'est pas une action, c'est même pas... Parce que je connais ce sentiment d'exhumer quelque chose, de l'apparition de quelque chose. Mais là, dans ces images que j'ai prises, c'est vraiment, en plus, c'était la caméra, donc j'étais dessus, mais il y avait pas, j'ai pas eu ce sentiment d'exhumation quelque chose. J'étais justement en connivence avec quelque chose là que je pouvais que accepter, sans dialectique, sans. C'était là, j'étais là, et elle me renvoyait aussi ma fragilité de l'existence et la fragilité de... Je disais avant la catastrophe, mais c'est aussi une catastrophe de disparaître et même de mourir, c'est une catastrophe. Je pense que si elles sont là aujourd'hui, c'est parce que tu les exhumes, tu les as exhumées, tu les as cherchées, tu les as mis au jour et tu nous les montres aujourd'hui. Oui. Hein. Oui. Je pense que d'autres ont fait peut-être... Alain Fléchère, il me semble, a fait un travail autour de ces images, mais... C'est encore une fois, tu es allé chercher quelque chose pour nous montrer, pour nous faire voir. Je voulais te montrer justement l'image de cette femme qui m'a passé ce schmatès que j'ai réalisé. Maintenant, je peux en parler, mais à l'époque, tu sais, au début de ma création, je ne savais absolument pas ce que je faisais et ce que ça représentait. C'est à force que les gens m'ont posé des questions que j'ai plus... C'est ça qui est merveilleux dans la création, en fin de compte, c'est que je me disais, mais c'est dingue quand même, sans le savoir, inconsciemment, alors là je peux peut-être parler d'inconscient, tu vois, j'allais vers quelque chose qui allait un jour ou l'autre se révéler cette chose, ou ces choses, ou cette chose qui me travaille depuis l'enfance, avant et après la catastrophe. Et alors, on peut peut-être dire, puisqu'il s'agit d'images, et tu le dis de toute façon dans ce que tu as pu écrire ou ce qu'on a écrit sur toi, c'est qu'il y a des images qui t'ont c'est pas interpellé, ça a été un choc. C'est le film d'Alain Resnais, Nuit et brouillard. Enfin, si je peux reprendre tes propos, tu avais dit, j'ai oublié d'ailleurs ce que tu avais dit en voyant Nuit et brouillard. Disons mes parents après la guerre, bon, si tu veux, on n'était pas élevés, tu vois, je savais à peine que j'étais juif, tu vois, malgré que ma grand-mère mangeait cachère, mais bon, on m'avait pas trop expliqué pourquoi. Et un jour, à la télévision, en 1961, c'était encore le noir et blanc, il n'y avait qu'une chaîne. Tous ces morts sur moi. Hein. Oui. Et un jour, ma mère m'appelle, elle me dit, Michel, viens voir ce qu'on a fait aux Juifs. Et en effet, j'ai vu... Et je lui ai demandé à ma mère, et elle m'a dit, tu vois, là, il y a ta famille est passée par là. Alors du coup, j'avais des tantes, des oncles qui étaient revenus justement d'Auschwitz et des camps de concentration. De temps en temps, en réunion de famille, j'étais tout petit, et ils parlaient de leur expérience des camps, mais je trouve que alors, c'est là aussi que je dis avec les mots et les images, pour moi, c'est très important aussi. Les mots n'avaient pas eu cette importance de l'image. Oui. Ils n'avaient pas eu cette puissance que j'ai ressentie quand j'ai vu ce film de destruction. Et pourtant, j'avais une tante qui venait souvent, qui parlait de cette expérience d'Auschwitz. Elle était très jeune, elle avait 20 ans, puis d'autres, tu vois, et alors il parlait des fois de temps en temps, puis elle parlait de
de ce qu'elle avait vécu dans les camps. Mais je ne pouvais pas imaginer que c'était ça, quoi. C'était cette horreur-là. Et c'est là que je dis, il y a eu un avant et un après, ce film, Nuit et brouillard. Et j'ai vu qu'on pouvait me tuer, que l'autre pouvait m'assassiner parce que j'étais juif. Ou, disons, ou différent, quoi. Mais surtout juif, quoi. Et c'est surtout ce mot de ma mère qui me dit, viens voir ce qu'on a fait aux juifs. Et c'était là, j'ai été dans un état, je suis rentré, je pense, dans un état autiste parce que j'avais peur de l'autre. J'ai eu vraiment peur de l'autre. Mais pas avant. Avant, pour moi, c'était l'Éden et toute cette naïveté, cette innocence. Hein. Mais ces images, et c'était beaucoup plus fort que les mots de ces gens qui sont venus, l'image m'a vraiment mis devant cette chose-là, quoi, terrible. Moi, je me méfie, c'est pas que je me méfie des mots, hein, mais bon, si tu veux que je vois des images, justement, qui ont peut-être une aura, comme tu dis, et c'est pour ça, justement, tout à l'heure, on parlait que j'étais cofondateur d'un musée d'art brut et tout ça, avec les œuvres des œuvres un peu marginales et d'hôpitaux psychiatriques. Je ne sais pas pourquoi, quand je regarde une œuvre, je dis toujours, c'est ça. C'est ça, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Mais c'est là. Et j'en ai vu des milliers d'images, tu vois, tout ça. Mais je dis toujours, là, il y a cette chose dans la création. C'est quoi cette chose? Eh bien, justement, c'est peut-être comme tu dis, Laura, où il y a comme une présence. Est-ce que l'aura, c'est une présence? Une présence humaine, une présence dit l'homme en termes génériques. Hein. Une vérité, tu peux dire une vérité psychique? C'est comme une vérité. Parce que je ne sais pas ce que c'est que la vérité, mais c'est comme une vérité. Ça fait signe. C'est ça, ça fait signe. Ça fait signe, ça fait comme un... Oui, c'est comme une vérité, mais je ne sais pas trop ce que c'est, hein, la vérité. Je dis c'est comme... Il y a quelque chose de... dans ces œuvres, il y a quelque chose qui est... Et c'est tout simple, des fois. Il y a à peine des fois... Mais je peux voir, je peux sentir, je peux être en empathie complète. Et là, je me dis, c'est ça. Alors, on peut dire quand même que tu as choisi, enfin, tu es allé aussi à la recherche d'œuvres de personnes hospitalisées, de patients, pour ton musée, donc pour le musée. Mais il n'y a pas que des patients, il y a des gens qui ne sont pas dans des formations académiques, si tu veux. Ça a été beaucoup de personnes hospitalisées. C'est pour ça, quand tu parlais des images, où il n'y a plus d'aura, justement, il y a une telle académie de l'image maintenant qu'il ne se passe plus rien. Justement, dans ces œuvres de gens qui ne sont pas dans les académies, même des beaux-arts, c'est très intéressant. Là, il y a quelque chose qui se passe. Matière brute, matière psychique. Qu'est-ce que c'est cette matière brute? Parce qu'il est question de matière. Oui, bon, le mot brut, bon, tu sais, je le mets entre parenthèses. Hein, c'est même le mot art brut, je le mets entre parenthèses. Ça fait tellement écran. C'est pour ça que je dis matière brute. Oui. Qui évoque pour nous la matière psychique. Enfin, oui, peut-être de ce côté-là. La question de l'originaire. Enfin. Il y a comme une présence dans ces œuvres. Il y a quelque chose de... Il y a... Justement, comme ça n'est pas passé par des canons académiques, donc il y a aussi une, je dirais, liberté, mais j'en sais rien si c'est liberté, mais il y a des fois même formellement, mais de telles inventions, et en même temps, mais une invention habitée, voilà, habitée par quelque chose, comme une empreinte. C'est très compliqué avec les mots, hein, c'est très compliqué. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les mots. Je pense qu'ils se débrouillent pas trop mal, non? Vous voulez peut-être intervenir, c'est peut-être l'occasion de discuter aussi. Hein. Je pense que vous pouvez, ça serait intéressant qu'on puisse. Alors c'est un mot yiddish qui vient du polonais shmata, effectivement, et qui est maintenant utilisé même par d'autres, qui est utilisé dans le sentier. Beaucoup on parlait en disant on est dans les shmates, hein, mais c'est un mot effectivement yiddish qui est rentré dans la langue américaine. À New York, vous trouvez ce mot très facilement, même par des non-juifs. C'est tout à fait rentré dans le langage.
Ah oui, c'est du tissu. Alors, moi, j'ai trouvé des origines, justement, du verre brisé. On m'a dit que même il y avait un mot alsacien, schmata aussi, et c'était un verre brisé. Alors moi, toute cette question de la brisure m'intéresse quand même. La brisure, la déchirure. Bien sûr, on a travaillé sur ces métaphores, du tissage, du détissage, du retissage, de la chute du symptôme, du rebut. C'est la question du rebut. Le schmaté, c'est ce qui tombe, c'est ce qui chute, c'est ce dont on va plus se servir. Vous voyez, c'est la mise au rebut des tissus, tout ce qu'on coupe et qu'on laisse de côté. Mais tout ça, on réutilise, on peut réutiliser. C'est vraiment le mauvais tissu, ce qui va plus servir. Oui, c'est vraiment le tissu, c'est vraiment le schmaté. Pour moi, c'était, c'était c'était le contraire du tissu, presque j'allais dire académique, puisque oui, c'est ça. Tu vois. C'est ça. Et ma grand-mère avait 2 mots, même pour moi. Elle me disait, bon, tu seras toujours habillé de schmattès, parce que je m'habillais très mal, sans doute. Tu vois. Ou elle me disait aussi un mot qui revenait souvent en yiddish, le mot schnorrer, avec schmattès. Schnorrer, oui. Tu vois, le schnorrer. Ouais, c'est le mendiant. Alors, tu vois, elle souhaitait que je devienne un mensch, mais tu vois, je n'avais pas les capacités, sans doute. Mais c'était ces 2 mots, toujours avec elle, avec moi, tu vois, schnorrer et schmattès, tu vois. Tu as gardé les outils du tailleur, parce qu'il travaille donc avec le fer à repasser, avec le ciseau du tailleur. Oui, puis maintenant, je suis revenu justement à l'aiguille et au fil, que j'avais complètement rejeté à une certaine époque, tu vois, que j'avais pris ça en horreur. Et là, je suis revenu au métier, mais bon, différemment, quoi. Et je me coudre aussi, coudre, réunir, puis la trace. Je sais que je déchirais les vêtements, que je les mettais à l'envers, justement, je les mettais à l'envers, puis je les mettais dans la boue. Je déchirais le vêtement. Et souvent, entre la doublure et l'endroit, il y avait tout le travail à la main de la personne qui avait fait ce qu'on appelle des points bâtis. Oui. Et tout ça, c'était vraiment une grande émotion de découvrir ça, tu vois, de trouver le support. travail. C'est vraiment l'envers de l'image. Oui, l'envers de l'image. Entre la doublure et l'endroit du vêtement. C'est ce qui fait tenir. Et je découvrais tout le travail à la main, tu vois. Et il y avait une très grande émotion de voir qu'il y avait eu un travail à la main, tu vois. Malgré l'apparence qu'on ne voyait pas, la belle apparence du vêtement, c'était comme un corps, tu vois. Il y avait un intérieur travaillé à la main. C'est ce que j'ai envie de dire pour ces images. Est-ce qu'on ne serait pas dans l'intérieur de l'image? Est-ce qu'elle ne nous donnerait pas à voir vraiment ce qu'on peut appeler l'intérieur de l'image? C'est-à-dire tout le travail d'histoire et de mémoire. Elles sont l'intérieur. Est-ce que elles sont ce qui est entre le dedans et le dehors? Entre l'image de surface et le fond de l'image. Que tu parles de dedans, quand tu dis mot dedans, tout de suite dans ma tête, je pense à celui qui est en dessous la pierre, tu vois. Là, il y a du dedans. Mais dans l'image, c'est tellement cette vanité de pouvoir mettre ces visages de mort en pleine lumière. Si tu veux, Chronos ou Saturne, ce fameux Saturne qui dévore, c'est le tableau de Goya qui dévore justement. Si tu veux, il y a une telle dévoration, tu vois, que si tu veux, il y a peut-être le marbre qui tient le coup, tu vois, qui va durer. Mais même les pierres là que j'ai vues, elles étaient cassées, même les noms commençaient à s'effacer. Et je sais que j'étais dans des endroits où il y avait des grandes montagnes. J'ai beaucoup été en Afghanistan, au Pakistan avant la guerre, tu sais. Puis je voyais ces grands paysages. Je me suis dit, mais même les montagnes vont disparaître, elles vont être usées par le temps, tu vois. Mais si tu veux, j'ai du mal peut-être tu as raison, je sais pas, mais bon, c'est justement, j'ai du mal à voir l'intériorité de ces images. Je ne vois que la griffure ou la dévoration du temps, tu vois. Alors c'est vrai que je ramène un petit peu du côté aussi de nos propos, notre langage. Et est-ce qu'on ne serait pas du côté justement de ces strates aussi mnésiques, les strates de mémoire? C'est-à-dire ça serait comme finalement le souvenir aussi qu'on peut avoir du visage du mort, par exemple. C'est ce qui reste aussi de nos souvenirs. Oui. C'est-à-dire nos souvenirs aussi, ils sont dévorés. C'est-à-dire on en a des restes, des fragments. Complètement. Et puis moi j'ai beaucoup d'amis, des amis morts. Je me rends compte comment on oublie. Et je crois que ces images sont toujours et on dit heureusement qu'il y a ces images et ces films, parce qu'on se dit, mais on se demande si vraiment ils ont existé. Tu vois, il y a un moment donné, c'était tellement troublant comment on oublie vite, comment tout ça disparaît. Et je comprends qu'il y a une résistance. Et des fois, je vais chez
des personnes, ou même chez de la famille, je vois qu'il y a plein d'images sur la télévision, sur le buffet, il y a toute la famille, il y a tous les morts, tout ça. Mais en même temps, on veut à tout prix s'accrocher. En fait, je disais l'angoisse de la perte, l'angoisse de la disparition. Oui, l'angoisse, oui, oui. Et puis c'est une insupportable disparition, quoi, parce qu'en même temps on oublie. Et je pense qu'un jour il y aura même de la vidéo dans les cimetières, on pourra voir la vie du mort. C'est déjà tu vois, je pense qu'il y aura tout ça. Il y aura ce leurre, toujours ce leurre. Hein. Mais en même temps, disons. Moi, je n'ai pas de, si tu veux, grâce à mon travail, si tu veux, le mort ou les morts et la vie, il n'y a aucune séparation. Je suis constamment avec mes morts, et surtout quand je voyage, je me rends compte quand je voyage, je rêve beaucoup des morts, de mes morts. Mais il faut que je sois très loin, il faut que je sois vraiment au bout du monde, et je me rends compte que je trimballe avec moi mes morts et les morts. Tu vois. Et je sais quand je pense à un mort, je suis pas malheureux parce qu'il est avec moi. Tu vois. Il y a cette empathie aussi avec le mort. Tu vois. C'est une douleur de perdre quelqu'un qu'on aime, mais c'est là au quotidien. Tu vois. Donc, cette fois, j'arrive pas même à dire qu'il y aurait presque une dialectique entre le mort et le vivant. Tu vois. Mais la dialectique, c'est un va-et-vient. Oui, mais c'est toujours là. C'est ça. C'est-à-dire que ça. Même si j'y pense pas, c'est là. Tu vois. C'est là dans le corps, c'est là dans ma chair. Tu vois. Donc le travail de création, le travail d'image, c'est une forme aussi de travail de mémoire, de travail d'histoire, de garder effectivement, de conserver aussi les morts. C'est un travail aussi qui se fait avec cette mémoire des disparus. Hein. Moi, je dirais avec ses corps, je dirais pas la mémoire, avec ses corps de mort. Et pour moi, il y a un mot que j'ai écrit il n'y a pas très longtemps, j'ai marqué mort-mot, le mort-mot. Et c'est pour ça que je dis que je me méfie des mots, parce qu'ils sont vraiment morts pour moi. Mais il y a quelque chose dans l'image, dans quelque chose qui est beaucoup plus, qui me surprend beaucoup. J'allais dire qui m'intéresse, mais non, qui me surprend, toi. Qui me révèle toujours quelque chose. Peut-être pour toi, c'est ton métier, pour les mots, c'est tout à fait. Je poursuis un petit peu le texte, et puis ça nous fera résonner, puis résonner aussi pour vous, peut-être. Donc, ces formes en retrait, d'une certaine manière, c'est ce que aussi moi j'associe à partir de ces images. Ça vaut que pour ce que je peux aussi, moi, encore une fois, ressentir. Et c'est pas simple du tout de travailler avec ces images. Je trouve qu'elles sont difficiles, il y a un côté inaccessible. Tu pourrais dire la beauté de ces images? Je dirais pas beauté, non. Je dirais force. Il y a une force de l'image. Ce sont des images ouvertes. Et on a à les ouvrir encore davantage. On est vraiment j'ai vraiment la sensation d'un travail archéologique. Voilà. On prépare donc tout un travail avec un archéologue, Jean-Paul Demoule, Michel Nedjar et moi-même. Et on fait vraiment un travail de fouille. Alors, on est en train, les uns les autres, avec nos outils, c'est pas facile, lui artiste, moi psychanalyste et Demoule archéologue, et on essaye de penser à partir de ces images. Bon, et je trouve que ce qui nous rassemble, c'est vraiment le travail archéologique. Donc, moi, ça m'invite à fouiller. Ces images m'invitent à fouiller. Ce sont bien sûr un prétexte, on a bien compris. Ces images, on va au-delà de l'image aussi. Elles nous permettent d'aller au-delà d'ailleurs. C'est pas un fétiche. Ces images ne sont pas des images fétiches. J'aime beaucoup les fétiches. Oui. Alors, donc je dis ces formes en retrait refusent toute certitude. Les contours s'érodent et les traits apparaissent comme des traces laissées à la surface du visible. Ces traces sont des vestiges d'un visage d'histoire, et il marque le temps tout en donnant cette impression d'effacement. Les morts sont gardés à l'image. Ça, tu seras peut-être un peu d'accord. Oui, et puis tu as dit certitude, là Oui, elles ne donnent aucune certitude. Oui, justement, de par leur flou, elles sont floutées, elles sont abîmées, justement abîmées aussi au sens où elles nous entraînent vers un précipice. Et c'est pas faux, c'est pas faux du tout que tu dises vertige. Oui. Elles nous entraînent vers un précipice. Et
Et là, on peut revenir aussi au schmattes, tu vois. Oui, c'est ça. L'incertitude de oui, le schmattes, c'est ça aussi. Mais, ça peut être ça aussi. Oui, tout à fait. C'est ce que Freud appelait aussi les refuses, hein, les rebuts. C'est ce que les psychanalystes travaillent aussi avec ces rebuts-là, ce qu'on appelle le refoulé, enfin tout ce qui n'est pas donné d'emblée, tous les petits détails, ce qui chute, c'est ça le symptôme. Quand tu étais un peu effrayé par le mot de symptôme, le symptôme pour moi est un schmattes. Hein. C'est vraiment ce qui a chuté et ce dont on va pas vraiment s'intéresser et ce qui révèle aussi la souffrance d'un sujet, la douleur. Bien sûr. Hein. Donc le schmattes aussi, c'est ça, c'est mouvant, c'est en métamorphose le schmattes. Et encore une fois, c'est un tissu, alors c'est extraordinaire quand même. Pour moi, c'est le tissu de mémoire, de part par ce qui renvoie, parce que le schmattes renvoie à l'histoire aussi, et la route. C'est pour ça que j'ai appelé la route de soi, route de l'un, route de soi, en jouant sur la métaphore du tissu et du soi, parce que quand je demandais à mon grand-père, mais alors c'est quoi schmattes? Il me dit, schmattes, c'est soi-même. Et c'est vrai, l'idée de soi, hein, on travaille avec du tissu, c'est soi, c'est la vie et c'est la déchirure. Oui, la fragilité, comme tu as dit, l'incertitude. Ouais. Ce sont pas des images de personnes quand elles sont mortes, mais quand elles sont jeunes, souvent. Il y a de tout. Enfants, plus âgés. Oui, comme les images du Fayoum aussi, qui étaient aussi. Qu'elles sont plus précises. Hein. Oui, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et les images du Fayoum, grâce à leur technique, elles ne sont pas si dévorées. Quand tu regardes les images de Fayoum, c'est incroyable. Tu as l'impression qu'elles vivant, c'est très près, c'est très vivant. Oui. Un très beau travail de Jean-Claude Bailly. Il y a du schmattes aussi avec les images de Fayoum. Il y a un tissu qui enroule cette image. Oui, c'est juste. Je parle comme je te dis dans cette direction. Oui. Alors, j'aime beaucoup effectivement le travail de Benjamin. Alors, ça m'a évoqué encore une fois ce texte de l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique. Et il nous dit, dans le culte du souvenir dédié aux êtres chers, éloignés ou disparus, la valeur cultuelle de l'image trouve son dernier refuge. Dans l'expression fugitive d'un visage d'homme, sur les anciennes photographies, Laura nous fait signe. Une dernière fois, c'est ce qui fait leur incomparable beauté, pleine de mélancolie. Donc j'ai envie de dire que l'image, c'est une constellation aussi de tensions. Elle naît du contact avec les vivants et les morts, ces images-là, et procède d'un choc et d'une illumination. Ces images abolissent le seuil entre la veille et le sommeil. Ce sont des images de rêve aussi. Des images aussi condensées, où on apprend qu'il y a plusieurs personnes en une. Alors moi, le rêve, l'image du rêve, je sais pas. Je sais pas. Je suis pas là avec le rêve. Bon, c'est pas que ça me gêne un peu. Pour ces images-là, ça ne serait pas des images de rêve. Non. C'est autre chose. C'est au soleil, c'est le jour, c'est on a ça en pleine gueule. Hein. Il y a tellement en pleine gueule que ça fait mal, tu vois, qu'elles disparaissent, quoi. Le rêve, l'image du rêve, et même si l'image, elle est des fois incertaine et je suis pas à l'aise avec les images du rêve, avec ces images-là, surtout avec ces images-là. Donc ces images abolissent le seuil entre veille et sommeil, rendant possible le mouvement du temps qui les caractérise, donc passé, présent, avenir, réunis en une constellation. Alors c'est vrai que je suis revenue au texte de Freud, Deuil et mélancolie, quand Freud dit que sans doute l'objet n'est pas réellement mort, mais il a été perdu en tant qu'objet d'amour. Dit-il encore, on ne peut pas clairement reconnaître ce qui a été perdu. Donc le deuil dit la douleur de la perte, la modification de l'humeur, la diminution de l'intérêt pour le monde extérieur, l'involution de la capacité à aimer, l'inhibition de l'action, perte du goût d'être soi-même, cette matière textile de vie. Les images dévorées montrent bien que ce soi même est en passe de s'effacer. Les contours sont de moins en moins nets jusqu'à disparaître.
Et pour revenir à Freud, la mélancolie se caractérise du point de vue psychique par une dépression profondément douloureuse. Donc, profonde douleur, pourrait-on dire, pénétrante à en modifier les visages. Le deuil se joue du corps, s'en empare à lui refaire la face. Le deuil se met en corps, il gomme les traits notamment du visage pour prendre ses marques. Il se donne à l'œil, prend corps, a même ses enveloppes. Voilà pourquoi c'est la surface même qui en est modifiée. L'état intérieur modifie le visage. La douleur peut marquer le visage à faire s'écarter, j'allais dire, des contours, s'écarter les organes de l'œil, de la bouche. Mais là, quand j'ai pris en photo ces images, c'est pour ça que j'ai demandé si tu pouvais dire tout à l'heure le mot beauté justement sur ces œuvres. Moi, je pourrais le dire, tu vois. C'est tellement une beauté fulgurante et puissante, dans la puissance de la révélation. Si tu veux, il y avait une telle... Et c'est là qu'on est dans des moments... et c'est là que la création, j'allais dire la créativité, mais la création peut permettre justement de supporter et de travailler avec le deuil, quoi. Et je sais que j'ai perdu des amis, j'ai perdu des gens que j'aimais beaucoup, des amours même, et grâce à la création, grâce à l'acte de s'y mettre dans de rentrer en création, ou de rentrer en analyse, dans l'acte créateur, j'ai pu surmonter, mais j'ai pu vivre, revivre et en faire quelque chose, en faire une création même de cette douleur et de cette perte. Et je crois que justement l'artiste, je dis l'artiste, entre parenthèses, hein, mais je crois que justement dans la création, justement que je fréquente aussi, quand j'étais voir pour moi le musée d'art brut, les œuvres de Fou, je voyais que dans certaines personnes, dans leur folie, je me disais, mais comment ils peuvent, ils sont envahis dans leur folie, dans leur psychose, comment ils arrivent justement à faire surface, comment une œuvre fait surface comme ça. D'autres ne le faisaient pas, hein, ils étaient complètement impuissants, quoi. Mais d'autres avaient une telle force, immergée, que il y avait une œuvre quand même, il y avait quelque chose, quoi. Et dans ces images, justement, si violentes, mais je dirais même dans la beauté, dans la beauté de la disparition, ça peut me rendre plus humble devant les choses de la vie, quoi, devant l'humain et devant la vie, quoi, du vivant. Et si tu veux, il y a comme une justement dans la création, justement, parce qu'on est constamment, même la matière de la mort, en faire quelque chose et ne pas se laisser justement ensevelir sans rien faire, sans crier, sans bouger. Il faut faire quelque chose même avec la mort, tu vois. Il faut la créer aussi. Et après, bon, la mort, bon, il n'y a plus rien. Pour moi, je suis complètement... Oui. Avec la mort, il y a aussi le mot familiarité dans ce que vous avez. On vit avec. Oui, oui, bien sûr. Oui. Et donc j'ai de la chance que je peux, donc que je peux créer quelque chose avec ça. C'est pas bon, il y a des gens qui n'arrivent pas parce que je vois des gens qui ont perdu des personnes, puis je vois qu'ils sont toujours tristes. Et moi, quand on me parle de mes amis, on me dit « Oh, tu dois être triste », mais pas du tout, parce qu'en plus, j'ai vécu, c'était... Pas du tout, je ne suis pas du tout créé, parce que justement, je fais quelque chose avec ça. Et donc... voilà, je crée la vie, voilà, on crée la vie avec la mort, tout à fait, oui, il y a quelque chose comme ça, quoi. Et ne pas rester statique et fixé, comme certaines images qui sont fixées, justement, où il n'y a pas d'aura, justement. Tu vois, Je pense que dans ce cas-là, effectivement, on est très attiré par le rebut, enfin par le déchet. Ça peut toujours servir, hein, ça peut toujours servir. Moi, je dis souvent,
De la récupération. On fait du neuf avec du vieux. Ouais. Oui, ça peut toujours servir. Hein. Moi, que je ramasse plein de choses, je fais des tas, dans mon atelier, il y a des tas de rebus, des tas de saletés, des tas de choses. Et je me dis, ça peut toujours servir. Et elle sert. Et cette chose qui se met en place, que j'appelle un moment de transe, parce que ça se met pas tous les jours en place comme ça, d'un seul coup, j'ai tout sur la main. Parce que si je suis en manque, c'est terrible, quoi. Donc, je déchire, je prends mes vêtements ou mon drap ou des choses comme ça. Mais là, je me prépare de la matière. J'ai plein de matière. C'est un tel bordel qu'on peut même plus marcher. Mais je suis tranquille parce que j'ai de la matière. En cas de crise et en cas de transe, quand ça commence tu sens que ça monte, quoi, ça monte. Et donc ces œuvres-là, ces images dévorées, elles m'ont, si tu veux, c'est au-delà même de la tristesse, même au-delà du deuil ou de la mort. Il y a quelque chose. Moi, j'ai été fasciné quand j'ai revu j'ai pas vu tout de suite. Hein, j'ai pas vu tout de suite quand je filmais, hein, que je prenais en photo. Hein. C'est après, tu vois. Il y avait comme une fascination, et c'est pas du tout morbide, hein, non, c'est pas du tout morbide, pas du tout morbidité. Tout à fait. Hein, non, c'est juste. Hein, ouais. Non, ça aurait pu être autre chose que Oui, des oui. médaillons. Oui, D'ailleurs, oui. moi, je les verrais ailleurs. C'est Oui. presque, je sais pas, des images dans une boutique. C'est vrai que c'est très étonnant que ce soit des médaillons et Oui. ce soit dans ce lieu-là. Oui. Elles auraient pu être ailleurs. D'ailleurs, elles peuvent être ailleurs. Elles sont ailleurs aussi. C'est ça qui m'intéresse. Oui. C'est qu'elles sont ailleurs Ben que oui. là. Ben oui, Ouais. bien sûr. Mais oui. Ben ouais. Ah ouais, elles sont là d'ailleurs. Ouais, ouais. Elles ne sont pas ailleurs. Oui. Tout à fait. Ouais. Hmm. Alors, j'avance encore un petit peu et Oui, puis on réagit. Donc, elles rendent visible la dislocation de la forme, cette trouée vers l'illimité du visage. C'est vrai il faut quand même dire, il s'agit de visage. Oui. Enfin, bon, ça m'intéresse tout à fait. J'ai fait beaucoup de travail sur le visage. Ce sont des visages aussi. C'est pas une autre partie du corps. Oui, ce sont des images d'identité. Oui, Enfin, bon, ce mot, il faut être prudent en ce moment, mais Oui. c'est vrai que ce sont des visages, voilà, qui renvoient à une face. C'est la seule partie d'ailleurs du corps qui est à nu, le visage. Elle témoigne visuellement, je dirais, du processus psychique de dislocation. Elles sont l'envers de l'image. Pour moi, c'est un envers, c'est du négatif. Oui. Son retournement, c'est le retournement de l'image. Comme on retourne, comme tu disais, une veste, c'est le derrière, c'est ce qu'il y a derrière. Ces faces émergent du fond de l'image, comme une confrontation entre la forme et l'informe, la ligne et le dissous. Ce qui aboutit à des figures de défiguration, mais dont la matière propre, plastique photographique, préfigure une sorte de visage primitif. Peut-être que c'est quelque chose qui t'interpelle aussi, ce mot de primitif. C'est vrai que moi, le mot primitif me renvoie un peu au brut. J'essaie en ce moment de travailler sur la question de l'art brut, la matière brute, qui nous renvoie dans notre groupe de travail Pandora, effectivement, au primitif et à l'originaire. Et on se pose effectivement toute cette question, mais de quelle matière brute s'agit-il dans l'art brut, Est-ce qu'on est du côté d'un primitif? Et qu'est-ce que serait le primitif? C'est pas le premier, on le sait. Là, tu sais, moi, tu sais, ça fait 35 ans que j'ai travaillé sur cette collection. Je pourrais même pas te dire ce que c'est que l'art brut. Tu vois. Ça, mais je crois que les gens s'en servent de ce mot. Ça fait presque écran, même pour voir les œuvres. Donc tu vois, ça fait le mot, moi, je mot dis pas art brut. C'est terrible maintenant comment c'est employé. Ça a été un bel objet historique pour avec Jean Dubuffet, tu vois, en 45, 47. C'est un bel objet historique. Mais je trouve que justement les gens. Il y a beaucoup de personnes qui parlent d'art brut et moi je me dis mais qu'est-ce que vous entendez par si tu veux c'est un mot, tu vois, déjà un mot. On ne peut pas dire que ces œuvres sont souvent des œuvres justement éphémères, des œuvres dévorées, des œuvres qui vont disparaître, qui se font et se défont. Je pense à cette femme qui est hospitalisée et qui avec de la laine, qui tricote. Elle tricote des œuvres extraordinaires et Thévos vient la voir et lui dit mais c'est magnifique. Elle dit c'est même pas la peine de je sais pas à vendre. Demain j'aurais complètement redéfait le tissu, la laine pour faire autre chose. En fait elle fait œuvre avec sa laine. Elle tricote, elle fait des formes extraordinaires
Et le lendemain, enfin, dès qu'elle a terminé, elle redéfait son ouvrage pour refaire d'autres formes. Elle réutilise sans cesse la même matière. Ben, écoute, il y a ça, mais il y a plein d'autres choses. Hein. Il n'y a pas que Oui, ça. bien sûr, Hein. bien C'est sûr. pas, tu sais, Oui, on a c'est vu. pas. Tu vois, justement, oui. c'est ce que je dis toujours, mais il y a tellement De diversité de aussi. diversité, de singularité, de choses que on peut pas s'arrêter à ce générique art brut, tu vois, parce que les gens, ils ont tendance à faire, tu vois, à focaliser là-dessus, comme je. Mais il y a tellement de diversité, il y a tellement. Mais qu'est-ce qui caractériserait quand même? Parce qu'on les a réunis, Ben, ces écoute, artistes. ben là, il faudrait faire un autre débat, parce que là, il faudrait parler de Jean Dubuffet, ce qui s'est passé à l'époque avec Breton, les surréalistes et toute la bande, hein, et comment Dubuffet, il voulait devenir un artiste, comment en même temps, il a vu où il se passait quelque chose, justement. Il se passait quelque chose plutôt de ce côté-là, tu vois, à un moment donné. Il a bien vu que là, il y avait de la création un peu singulière par rapport à l'époque. Mais tout ça, c'est un débat. Là, il faudra en discuter. Puis, je ne suis pas spécialiste du tout, hein, donc je me permettrai Non, même mais moi, pas. ce qui m'interroge, c'est justement ce mouvement de la C'est forme. même pas un mouvement, hein, attention. Non, le mouvement de la forme, Ah c'est-à-dire oui. chez ces artistes qu'on voit quand même Mais souvent. je te dis, hein, ce qui est extraordinaire, c'est que tu vois des gens dans un état terrible, pris dans leur psychose, et il y a une œuvre qui sort de ça. Tu vois. Et moi, ça me sidère, tu vois, ça me remet tout en question, tu vois. Qu'est-ce que c'est en fin de compte que la création et puis c'est tellement complexe, c'est tellement. Je crois qu'on n'a encore rien dit, tu sais, là-dessus. Tu vois, on n'a encore rien dit. On n'a encore rien dit parce que là, on est dans l'histoire de l'art. Tu sais, il faut des chaînons, ça s'explique. Mais là, toute l'histoire de l'art est à refaire, tu vois, parce que il faut pas oublier que il y a eu, puisqu'on parle de la Shoah, il faut pas oublier que quand même les œuvres dégénérées, il y avait des œuvres de la collection de Prinzhorn dans l'art dégénéré avec Picasso et tous ces gens-là, tu vois. Mais on ne parle jamais de ça, tu vois. On ne parle toujours de Picasso et des autres, mais on ne parle jamais aussi des œuvres de la collection de Prinzhorn qui avait demandé à tous les hôpitaux psychiatriques d'envoyer les œuvres et tout ça. Il a fait une étude magnifique là-dessus, ce qu'il appelle la Gestalt, tout ce qui tourne là-dessus. Tu vois. Cette force qu'a l'humain, tu vois, tu vois, justement de lutter soit contre. Moi, je disais tout à l'heure avec la mort, de ne pas se laisser envahir par ça et de rentrer dans la mélancolie surtout, tu vois, lutter contre cette mélancolie, tu vois, et de faire avec justement des choses. Je dirais qu'ils sont pas, disons, qu'ils sont pas de la peinture à l'huile ou de la toile, tu vois, les choses plus ou moins académiques déjà pour moi. On se débrouille avec ce qu'on a. On a fait des choses très folles avec la peinture à l'huile et de la toile. Oui, bien sûr. Mais si tu veux, on se débrouille avec son existence, avec les choses de son existence. Tu veux dire avec la matière de peu, avec la matière de peu, puis même l'existence avec son existence, pas avec ce qu'on. Tu vois, moi j'étais tailleur, ma grand-mère était. Donc j'avais déjà des matières, mais je me rendais pas compte de ça. Donc tu vois, c'est après parce qu'on m'a posé des questions. Mais il y a ah oui, c'est ça, quoi. C'est compliqué, hein, c'est pas si simple. Oui. Moi, je voulais juste te dire, on voit que vous posez beaucoup de questions. Est-ce que justement, vos images ne sont pas le témoin des questions que vous posez vis-à-vis de la mort, puisque finalement, vous tirez un peu la mort au jour et finalement, ça donne du négatif. Je sais pas. Moi, je tire pas la mort au jour. Elle était déjà dans le jour, la mort. Hein. Moi, j'étais là. Elles étaient déjà présentes. Disons, on peut dire qu'elles étaient présentes dans leur dévoration et donc moi je suis simplement intervenu avec mon regard, avec l'œil, hein, et puis je vous dis, j'ai trié, hein. J'ai bien mis celle qui était bien dévorée et celle qui était très visible par pudeur, parce que comme je sais qu'on n'avait pas le droit de faire des photos dans le cimetière, je me dis quand même si jamais il y a quelqu'un qui voit la photo Là, vous incitez une transgression. Oui, voilà, une transgression. Donc, et j'ai vraiment volé ces images qui m'intéressent toujours, le vol. Hein, j'adore voler les choses pour la création. Hein. Je suis prédateur. Et là, je me sentais comme après, quand j'ai entendu qu'il y avait une loi, je me suis senti comme le prédateur. J'ai fait très attention parce que je dis, je vais faire qu'on me fasse pas un procès parce que j'ai eu peur aussi. Je dis qu'on me fasse pas que j'ai volé ces images. Et donc, j'ai pris celles qui étaient les moins méconnaissables, quoi, déjà les plus dégradées. Les plus qui n'étaient pas tellement, qu'on ne pouvait pas trop voir le visage. Il y avait un visage mais méconnaissable, travaillé par la création du temps, la dévoration du temps. Et peut-être la dévoration, c'est une création. Hein.
Mais oui, justement. Oui. L'objet de vos photos sont dans l'obscurité. Je veux dire, la mort est plutôt du côté de l'obscurité, du côté du jour. Vous pouvez répéter? Mais dans le sens que ces morts ne sont pas exposées à la lumière. Sont dans des, enfin, je veux dire, par exemple, Ben là, on a voulu les exposer à la lumière, on avait la vanité de les exposer à la lumière, parce que ces images, c'est vraiment une vanité, hein, puisque la preuve, elles disparaissent même. Mais le mort, je sais pas, il y a un mort en dessous et un mort dessus. Hein, il y a une le vrai est en dessous. Hein, le vrai. Mais là, la vanité de. En plus, ce que je me disais, des fois, je me posais, c'est bizarre, chez les Juifs, on n'a pas le droit de représenter les images comme chez les musulmans. Et là, on est en pleine gueule, on a le visage de ces morts. Donc, il y avait comme un paradoxe, quelque chose comme ça. Et donc, justement, pour moi, c'est une vanité de mettre ces images de ces morts en pleine lumière, quoi. Et ça pardonne pas, parce qu'elles disparaissent aussi. Elles disparaissent aussi. Et on veut bien retenir ces images pour nous rappeler justement ces morts. On veut retenir les morts, on veut le souvenir de ces morts avec ces images. Et là, encore pire, parce que je trouve qu'avec la nouvelle technique, même si elle est complètement... On peut faire des choses magnifiques avec la technique, mais je trouve que ça s'efface encore plus avec les nouvelles caméras et le numérique. On perd beaucoup... L'image... La matière. Oui, la matière disparaît. Et là, il n'y a presque plus de matière, mais elles disparaissent encore plus. Et on se pose beaucoup de questions pour préserver les œuvres numériques et vidéo et les films, quoi. La pellicule, elle est beaucoup plus fragile. Oui, 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 tout à fait. Non, je n'ai pas beaucoup. Pardon? J'imagine que tu as d'autres. Oui, j'avais beaucoup d'autres, mais je savais qu'on allait. Eh oui, on va. Voilà, c'était bien qu'on va puisse. discuter aussi un peu, mais vas-y, hein, si tu as un ou deux points qui te semblent importants quand même. On va peut-être au cours de la discussion. Oui, allez-y. D'accord, parce que sur la question de la je vous rappelle figure, que Babi vient de Babylone, absolument. Mais que Babylone, c'est aussi l'archaïque, le pulsionnel, le brut, ce dont vous parliez tout à l'heure et qui me semble important de discuter, justement. Mais avant qu'on se lance dans cet autre aspect de Babel, qui est, en dehors du babi, de l'échange, la dispute aussi, oui. Puisqu'on parle quand même de quelque chose là qui est de l'ordre justement du pulsionnel, du brut, comme dirait Pontalis, entre le vif et le mort. Pontalis qui est, je le rappelle, celui qui a publié chez Gallimard la collection Prinzhorn d'art dégénéré, et qui est une de ses œuvres remarquables. C'est juste. Absolument. Alors, il y a plein d'autres choses, mais la parole... Pardon ? Je dis que J.B. Pontalis, ça tombe bien, celui qui vient la fois prochaine, et celui qui a fait plein de choses, en particulier cette chose formidable, de publier à la NRF, Gallimard, Connaissance de l'inconscient, la fameuse collection Prinzhorn d'art dégénéré, naïf. C'est un superbe bouquin que je vous recommande. C'est la première grande publication sur le sujet dans le courant même de Dubuffet à l'époque et de Breton. La parole est à Johan, avant que nous rediscutions encore 2-3 points qui me semblent importants. Juste dire un mot, bien sûr, mais en premier lieu, témoigner du plaisir que j'ai eu, moi, personnellement, à vous entendre tous les deux confectionner ce tissu, cette discussion qui était absolument passionnante et qui invite à réfléchir beaucoup de choses. Peut-être en filigrane de ce que je pourrais dire, je retiens cette expression de Michel Nedjar, je crois, une dévoration joyeuse à la place de l'angoisse. En tout cas, ces photos de médaillons, ces visages immobilisés, m'évoquent comme ça une réflexion. Deux séries différentes d'expériences. La première, celle qui est bien connue, c'est celle du still face, ou bien, plutôt pour la décrire rapidement, la stupeur et l'angoisse ressentie par l'enfant jeune lorsque le visage de celui ou celle qui s'occupe de lui s'immobilise, se fige, l'informe menaçant dans l'immobile peut-être.
La deuxième expérience, notre stupeur, encore, mais ici, stupeur avec plaisir, teinté d'étrangeté, lorsque regardant un portrait dans un musée, par exemple, il nous semble que les yeux de ce portrait nous suivent à mesure où nous nous déplaçons dans la pièce sans quitter l'œuvre de notre propre regard. Notre regard qui ne peut se passer peut-être de réanimer, notre regard qui brouillerait l'opposition entre mobile et immobile. En tout cas, même si Michel Nedjar n'aime pas trop là que l'on parle du rêve, enfin, en tout cas, ces photographies nous précipitent, en quelque sorte, dans une rêverie. Une rêverie douloureuse peut-être, mais rêverie quand même, dans une rêverie précieuse, je dirais aussi, un passage où ces oppositions, mobiles, immobiles, morts, vifs, non plus courts. Troisième image peut-être, dans les westerns. Dans les westerns, on peut voir un portrait, une image avec en frontispice de laquelle écrit « mort » ou « vif ». Alors ce régime d'opposition, Michel Nedjar a parlé de dialectique tout à l'heure, là on a un régime d'opposition, un dualisme, c'est la violence fondamentale évidemment, c'est lui ou moi, c'est le juif ou l'arien, c'est la violence fondamentale qui est toujours là et que l'on doit dépasser, comme la dépassent ces photographies, je trouve, qui sont autant visage de la vie que visage de la mort, ou plutôt de l'impensable, mort et vif. Mort et vif, je crois que c'est ça. Alors rêverie, perplexité, mais pas paradoxe, ni même compromis peut-être. Il est précieux, je trouve, ce travail qui nous fait réfléchir, entre autres choses peut-être, le travail du deuil. Quelle place pour la mort dans nos sociétés? Alors on sait combien les historiens, et Philippe Ariès peut-être s'alertent là-dessus, et quelle place pour le deuil aussi dans une société qui ne cesse de faire la réclame, c'est une vraie freudaine, la réclame de l'impératif de faire son deuil. Il faut faire son deuil, hop, vite, c'est-à-dire dans une acceptation souvent grotesque, tourner la page, mettre à la poubelle peut-être, et définitivement, passer à autre chose, que le mort soit mort, au dehors comme au dedans. On est dans le mort ou vif et il faut trancher, zapper très vite. Alors craint-on tant la mélancolie? Je ne sais pas. Les morts doivent peut-être plutôt rester vivants, à l'intérieur de nous, dans le vif des souvenirs qui nous rattachent à eux et nous permettent aussi de nous nourrir. Constater leur absence au dehors permet de toucher leur présence au dedans. Mort et vif, voilà plutôt la direction du deuil, comme un travail étonnant, bien sûr, de couture. Alors le travail de Michel Nedjar, que j'ai découvert un petit peu grâce à vous, est ainsi précieux qu'il nous invite à une pause réflexive sur un chemin borné à un bout d'impensable, bien sûr, ce chemin où l'on reconnaît aussi la vie dans la mort. Et je vous remercie bien, alors vous deux, de nous avoir donné l'occasion de cette rencontre ce soir. Voilà, c'est un peu tout ce que je vais dire, parce que c'est pour limiter le temps de parole et puis pour que vous ayez davantage de temps pour les réactions. Toi, Maurice, peut-être. Merci, Johan. Alors, on va repasser la parole à la salle pour des réactions, des commentaires, des discussions, des disputes sur ce qui a été évoqué. Je vais dire, ça vous laisse de marbre. Oui, Isabelle. Familier. Oui, vous parliez de transgression dans les médaillons qui étaient exposés. C'est vrai que je trouve qu'il y a dans les cimetières, quand on voit sur les pierres tombales des photos très visibles, ça a quelque chose qui met assez mal à l'aise, d'assez choquant, sans doute parce qu'il y a effectivement le corps réel en dessous et qu'on a l'impression de faire quelque chose d'un peu transgressif nous-mêmes en regardant l'image, qu'il y a quelque chose de voir le corps mort, qui est quand même quelque chose qui peut sembler transgressif. Alors je me dis, peut-être vous avez été dans le cru de cette confrontation-là, à la photo et au corps qui était pas loin en dessous. Et c'est pour ça que peut-être la question du rêve vous paraît difficilement associable, alors que moi qui ai cette impression quand je vois des photos de médaillons sur une pierre tombale, j'ai pas cette impression en voyant les photos
dans un autre cadre, avec une autre vie. Et peut-être que là, la rêverie est bien plus possible. En tout cas, que cette transposition permet pour le spectateur la rêverie un peu plus loin de l'objet de départ et de l'endroit où il est exposé. Il nous a donné à rêver, effectivement. Tu as séparé l'image du lieu pour qu'on puisse rêver. J'aime beaucoup cette expression de rêverie précieuse. Je ne sais pas encore très bien pourquoi, mais moi, elle m'intéresse. Je n'arrive pas à adhérer à ça. Ah ouais, le rêve avec ces images-là, j'ai beaucoup de mal. Elles sont séparées du lieu. Oui, mais... Pour aller vers un autre lieu, je veux dire, tu les tires vers un autre lieu. Oui, je sais pas, j'arrive pas à... Oui, C'est quand même étrange que vous n'y arrivez pas. Oui, Hein? Vous qui allez au Pakistan, Oui. très très loin au bout du monde, en effet, ça c'est un symptôme. Et c'est là que les morts reviennent. Oui. Là, vous en rêvez. Et le rêve est un des linceuls névrotiques des morts. C'est très drôle parce que souvent, je sais pas, avec le rêve, moi le rêve, même rêve et création, Oui. Je sais pas, j'arrive pas. Je sais pas, j'arrive pas. Et cauchemar et création? Cauchemar, mieux. Cauchemar, création, cauchemar et fascination. D'accord. Parce que oui, c'est ça. Rêve éveillé, dans la dévoration, je ne suis pas du tout éveillé, je suis en... Ouais, je suis plus qu'éveillé, quoi. Je suis en Il est dans furie, l'acte, quoi, ouais. en exaltation. Oui. On voit un refoulement, et je veux dire, quand il y a une fascination, il n'y a pas de refoulement. Il n'y a pas de rêve. Je me sentais aussi un peu, là, quand je prenais ces images, un peu voyeur. Bien sûr, il y a aussi le voyeur. Hein. Voir la mort, voir la chose, le corps en décomposition. Hein. Disons, il y a une espèce aussi de fascination. Hein. Mhm. Oui. Oui, c'est ce qu'on nommait les images. Ce sont les empreintes qu'on faisait sur le visage des morts au moment où ils mouraient. Vous savez, il y a une très belle exposition au musée d'Orsay sur ces visages de cire, les visages des morts, qu'on appelait donc les images. Au 5e siècle, à l'époque romaine, ce sont des masques, effectivement, qu'on se faisait passer dans les repas funéraires. Hein, et ce qu'on appelait des images. Et le mot image, c'est Dupont qui dit ça, Florence Dupont, un magnifique livre sur les morts, La vie, les morts, je ne sais plus comment le titre, mais magnifique livre sur cette origine du mot image. Enfin, elle remonte effectivement à ce rite funéraire, de l'empreinte sur ces visages des morts, mais des morts honorables. Tu sais, Céline, je vais te raconter une petite... C'est intéressant le mot image et visage, hein, bien sûr. À propos de la cire, tu sais, j'étais sur une île en Grèce et puis dans une église, je vois des ex-voto. Et à côté, des personnages en cire, des petits personnages. Je dis, oh là là, il m'en faut à tout prix. Je voulais les voler, mais c'était impossible, elles étaient attachées. Et j'ai cherché dans la ville où je pouvais trouver ces ex-voto. Et à côté des ex-voto, il y avait des grands bâtons de cire, mais de 2 mètres. Je me dis, c'est incroyable, mais il y en avait plein. Et quand j'ai trouvé le marchand qui vendait ces effigies en cire, ces personnages, puis alors il me dit, c'est pour un bébé. Alors il croyait que c'était vraiment... Moi, j'ai acheté ça pour vraiment une personne qui était morte. Ou il me dit, c'est pour un bébé. Je dis non. Et je lui dis, je prenais ça simplement comme un objet esthétique. Et là, je sentais aussi qu'il y avait une transgression, tu vois. Parce que, tu vois, donc, tu vois, je prenais quelque chose aussi qui avait un rapport avec les morts, mais je n'avais pas de mort. Et donc, j'ai acheté donc, et puis je lui ai demandé, mais qu'est-ce que c'est les grands... Alors, et puis là, il me demande, il pèse combien? Je dis, je ne comprenais pas. Il me dit, oui, il pèse combien le bébé? Parce que c'était selon le poids aussi. C'était selon le poids.
Et ces grands bâtons en cire de 2 mètres ou 1,80 m ou 1,50 m, c'était le poids de la personne. Et j'ai trouvé ça assez Matérialisé étonnant, dans la cire. quoi. Ah ouais. C'est intéressant, la cire, ouais. Il y avait du pondérable. Le poids, non Le pas poids. des mots, mais le poids des morts. Le poids des morts. Ouais. Oui. Bonsoir. Je me suis posé la question une fois, réanimer, ressusciter ces images, qu'est-ce que vous souhaitiez en faire? Réanimer, ressusciter ces images. Oui, là, par votre travail, d'une certaine manière, vous leur avez donné vie, vous les avez réanimés, ressuscités. Et maintenant, je me posais la question, ce que vous envisagiez de les faire, est-ce que vous envisagiez de les exposer ou je ne sais pas quels étaient les projets de la vie de ces images? Je les ai faites. Là, bon, Céline... C'était fait pour effectivement ce travail, C'était j'allais dire, pour le colloque, autour de là, Schmattès. ouais, Oui. pour ce colloque, mais des fois je dis tiens, il faudrait les faire en plus grand, tout ça, mais bon, ça me demande tellement d'énergie. Je dis bon, je les ai faites, mais ça suffit, quoi. Elles sont là, mais je pas spécialement en faire quelque chose. Il n'en fait pas œuvre au sens Ouais. de l'exposition, effectivement. Elles ne sont pas exposées. Je ne pense pas que tu en as l'intention, d'ailleurs. Elles sont mises au travail, effectivement. Elles sont données à voir aussi et à méditer. Enfin, on travaille à partir de ces images. Ça n'a pas fait, effectivement, objet esthétique. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je ne crois pas qu'elles soient ressuscitées non plus. Elles sont prises, comme ils disent. Il va les prendre, hein, il va les voler. Elles ne sont pas ressuscitées. Elles sont là, hein, comme il dit, au jour, hein, à la lumière. Elles sont déjà là. Ressuscitées, c'est-à-dire ramenées au visible. Là, elles sont déjà visibles. Oui. Le mot rêve, quand vous l'avez prononcé au début, m'a un peu choqué aussi. Et tout compte fait, je préfère probablement m'y réfugier, dans la mesure où ça m'évite de vous poser la douloureuse question de savoir si souvent les yeux disparaissent, on voit moins bien les trous de nez. Est-ce que c'est une dégradation, parce que vous parliez du fait que en fait, les céramiques s'abîment naturellement parce qu'elles sont mises là d'une manière très, très orgueilleuse d'un certain point de vue, où en fait il y a la véritable dégradation. Oui. Et est-ce qu'elles ont été abîmées par d'autres volontairement et dans quelle mesure? Ben justement, là, ce qui est extraordinaire, il n'y a pas de volonté. Oui. Il n'y a aucune volonté. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, moi je n'ai fait que de regarder et de les prendre en photo, mais parce que tout était là en fin de compte, tout était là pour moi, et elles m'ont révélé cette dévoration Elles sont dans le quotidienne. Elles sont dans le temps. Hein. Oui, elles elles sont sont dans le vraiment temps, dans le oui. temps. C'est Présente. Parmi ces dégradations, il y en a certaines qui sont des véritables dégradations d'autrui qui seraient... Non, je n'ai vu qu'il y en a qui étaient cassés, Le verre, mais je ne crois pas qu'il y ait disons, la violence n'est pas de ce côté-là. La violence n'est pas de ce côté-là. Elle est où alors? Eh ben, il y a de la violence dans la dévoration. D'accord. Oui, je crois qu'il faut qu'on en parle quand même de cette violence dans la dévoration. Monsieur Vibert, avant. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'à propos de la mort, on a au moins une certitude, c'est qu'elle a toujours de l'avenir. C'est je qu'elle a crois, toujours. hein. C'est vrai. C'est quoi, vous dites? Elle a toujours de l'avenir, Oui, la mort. oui, c'est juste. Et je pensais à cette phrase de René Char, que je trouve très belle, et que je vais vous offrir, si peut-être vous la connaissez. Nous n'avons qu'une seule ressource devant la mort, c'est de faire de l'art avant elle. Et ça, c'est très beau, je trouve. Parce que ça résume un petit peu, peut-être aussi votre travail. Et si ça peut vous rassurer, je crois qu'à propos de votre inquiétude de prendre des photos en transgressant quand même quelque chose de l'ordre de la loi, Cartier-Bresson dit bien que quand il photographie ces modèles, il leur vole quelque chose aussi. Hein, il y a chez le photographe ou le peintre aussi, il y a quelque chose du vol, on usurpe un peu quelque chose. C'est ce qui fait œuvre C'est aussi. évident. Hein. L'œuvre est œuvre Oui, de transgression. mais l'œuvre, elle vient après. Je parle de l'acte là et Oui, mais- de sentiment d'un peu d'inquiétude. C'est vrai que bon, moi je fais des portraits, je tâte un peu la peinture, et quand on portraiture quelqu'un, bon ben on prend quelqu'un, on essaye de prendre quelqu'un. Et alors je voulais juste terminer parce qu'il y a plusieurs questions, mais j'ai essayé de faire le tri. J'ai bien senti votre réticence par rapport à la peinture à l'huile, et moi qui n'en fais pas, j'ai un de mes amis me dit tout le temps, mais fais-en, c'est de la vraie peinture parce qu'elle sent. Mais bon, c'est vrai que les tableaux de Rembrandt ne sentent plus. Mais à propos de l'image et du poids de l'image, il y a quelque chose dont vous n'avez pas parlé, je crois,
Vous avez parlé de la fascination et de la beauté, mais il y a aussi la séduction, peut-être. C'est une question. La force de la séduction dans l'image. Enfin, qu'est-ce qui est séduisant, qu'est-ce qui est fort, etc., etc. Donc voilà, une question. Vous parlez d'empathie, séduction. La séduction, c'est pas péjoratif. C'est quelque chose. Qu'est-ce qui fait que ça fascine autant? Oui. Parce que ça fascine. Au niveau de la séduction. Je sais pas. Il y a des questions qu'on peut laisser avec 3 petits points. Oui, je sais pas. Oui. Je dirais fascination plutôt que séduction. Fascination. Fascination, arrête aussi le regard, la fascination. J'ai pas l'impression que La méduse. L'empathie, c'est pas la fascination. Ouais. La fascination peut arrêter aussi le regard. Peu de mots. Oui, c'était juste pour rebondir sur ce que tu disais, Michel. Quand on fait le portrait d'un visage, on prend quelque chose, mais on utilise beaucoup l'expression croquer ton portrait. Donc, par rapport à la dévoration, voilà, il y a faire le croquis. Je vais croquer ton portrait, ton image. Donc voilà, c'était une remarque. Alors, 2-3 mots avant de poser une question qui me semble importante. Ce travail sur la disparition, sur l'absence, évoque beaucoup d'autres auteurs, d'autres œuvres, une parenté dans les arts. Alors, il y a quand même Boltanski en ce moment. Boltanski qui dit quasiment comme vous que le don de l'art, c'est justement... quand on lui dit, mais je ne suis pas triste, je fais des choses tristes. Je ne suis pas affolé, je fais des choses folles. Voilà ce que l'art peut permettre. Bon. Ça évoque aussi Bill Viola, sur lequel vous avez travaillé. Oui. Bill Viola est un plasticien contemporain considérable sur la question de l'absence, du passage, du détroit entre la vie et la mort, entre le vif et le mort. Je vous rappelle que J.B. Pontalis, Entre le vif et le mort, est un texte mélancolique très important. Bon. Ça évoque Georges Perec, pour lequel j'ai une fascination. Et par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, j'y pensais, c'est sa définition à lui sa définition dans le mot croisé, avec des cases où il n'y a pas de cases noires, c'est très important chez Perec, donc une grille de mots croisés sans cases noires. Faire du neuf avec du vieux, ça s'appelle nonagénaire. Voilà, ça c'est la mélancolie maniaque de Georges Perec, nonagénaire, faire du neuf avec du vieux. Alors la question, elle tourne autour de ce qui a été l'objet de votre introduction, Céline, et qui a été ensuite laissé un peu de côté, peut-être du fait de la proximité qui est la vôtre, tous les deux, c'est la question du symptôme. C'est une question qui a été abordée ici et qui a donné lieu à des bagarres dantesques entre les artistes et les psychanalystes, les uns enviant les autres, je ne sais pas dans quel sens. Bon. Est-ce qu'une œuvre fait symptôme? Bon. Alors, vous avez évoqué la question importante, le rapport entre le symptôme et le schmattès, c'est-à-dire, c'est la définition lacanienne. Le symptôme, c'est ce qui choit, c'est-à-dire ce qui tombe. Le rebut, le tissu, bon. Sauf que Lacan rajoutait, c'est ce qui choit et c'est ce qui est choisi. C'est les deux. Alors, quelle est la proportion entre ce qui choit, ce qui tombe, que le sujet ne peut plus contenir dans son appareil psychique, ou que l'artiste projette sur sa toile, et qu'est-ce qui est choisi? C'est toute la question du rêve ou du cauchemar. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces rêves et ces cauchemars? Est-ce que c'est policé? Est-ce que c'est beau? Trop beau? La question de la beauté. Ou est-ce que c'est pulsionnel, violent en diable, etc. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. C'est ce qui tombe qu'on ne peut pas retenir. Et en l'occurrence, ce qu'on n'a pas le choix, qu'on ne peut pas retenir, c'est sa violence fondamentale, son pulsionnel, son archaïque, son brut, sa mélancolie orale cannibalique, se régaler des morts, faire le croquis des morts, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors pourquoi c'est important d'en parler? Pas pour faire une analyse sur ce qui seraient les arcanes
de la création à l'œuvre chez l'auteur. C'est pas ça. Ici, à Babel, on considère que cette dimension-là qu'on ne met pas de côté, c'est-à-dire la violence qu'il y a chez tout artiste, ce pulsionnel, cet archaïque, ce brut, ce babylonien, quoi, eh ben, c'est tout aussi fondamental que ce qu'il arrive à polisser, travailler dans le rêve en particulier, avant qu'il ne vire en cauchemar, ce qui interrompt le rêve d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui... Voilà. Ce qui me vient à l'esprit, c'est la question du judaïsme, de la judéité, et en effet de l'interdiction. Ça, c'est la sacrée transgression, c'est la grande transgression. L'autre, ça va, hein. Rentrer dans les cimetières et faire des photos, on l'a tous fait, y compris des porcelaines. Il y a un cimetière très émouvant pour ce qui est des porcelaines des morts, c'est le cimetière de Varsovie. Quand on visite Varsovie, il n'y a pas moyen de trouver la seule trace du passage des Juifs. Il faut faire le tour de la ville, il n'y a rien, sauf le cimetière de Varsovie, où ils sont tous là, si je puis dire, en particulier les porcelaines, et en particulier les porcelaines des enfants. Ce qui n'est pas ce que vous avez exposé, que peut-être vous avez fait des porcelaines d'enfants. Bon, voilà. Et ça, c'est particulièrement troublant. Alors, qu'est-ce qui... Dans la tradition juive, il est interdit, en effet, de représenter pas seulement les morts, même si le folklore religieux juif fait que maintenant, en particulier chez les séfarades, moins chez les ashkénazes, mais les séfarades sont partis, on fait des photos des morts et on les colle aux tombes, alors que c'est interdit. Bon. La grande interdiction, la première, c'est de représenter Dieu. Et l'artiste, peu ou prou, non pas est celui qui se prend pour Dieu, d'une certaine manière on pourrait le penser, vous qui exhumez, si ce n'est de ressusciter les morts. Non, l'artiste, c'est la phrase de Francis Ponge, qui est mieux que simplement l'idée que l'artiste se prendrait pour Dieu. C'est la phrase de Francis Ponge qui disait que l'artiste, c'est celui qui répare le monde par morceaux, sans se prendre pour Dieu, mais en étant un horloger. C'est celui qui corrige cette faute inaliénable qu'a fait Dieu à Auschwitz ou ailleurs, d'arrêter le temps pour un certain nombre des gens qui nous ont été proches et qui les a fait disparaître. Nous sommes les nouveaux horlogers. Les artistes sont les nouveaux horlogers. Ils ressuscitent les morts, ils les remettent dans le temps. Le temps ne sort pas de ses gonds. Le temps, la continuité du temps est là. La séparation n'existe pas, etc. Cette possibilité de retrouver ces morts, de commémorer ces morts, elle ne peut pas, enfin moi il me semble, elle ne peut pas advenir sans cette violence fondamentale de se prendre pour Dieu ou de se prendre pour le grand horloger. Et donc de transgresser l'interdit de représenter Dieu via ici l'interdit de représenter les morts. Avec la grande question, c'est le problème de René Char, c'est qu'on ne peut pas regarder le soleil en face et qu'on ne peut pas regarder Dieu en face. Et la question, c'est de savoir si on peut regarder les morts en face ou pas. Et quand on fait cette transgression fondamentale qui est de photographier le mort, il me semble que cette violence est absolument nécessaire pour éviter la plongée mélancolique et pour laisser la possibilité artistique de se déployer, c'est-à-dire, c'est ce que vous appelez la fascination, c'est-à-dire de capter le regard du mort, d'inverser le pouvoir qu'il a sur vous et de le fixer définitivement, c'est-à-dire d'exercer une certaine violence. C'est la phrase de Georges Perec qu'il faut mettre un terme à cette histoire. Un terme, c'est-à-dire un mot qui veut dire quelque chose, et un terme, c'est-à-dire une fin. Donc c'est à la fois les exhumer et les enterrer définitivement, les deux mélangés. C'est arrêter leur fort pouvoir de fascination, de captation, inverser ce regard médusant qui est celui de la mort qui nous ramène à notre propre mort et qui nous ramène à tout ce que vous avez, avec une grande beauté poétique, évoqué, cette question du lien à votre mère, du schmattès, des poupées, c'est-à-dire cette possibilité de retrouver une continuité du temps que Dieu, ce grand artiste, a malencontreusement arrêté. Bon. Donc je crois que quand on parle de symptômes, et que dans ce symptôme, on ne parle pas simplement de ce qui est refoulé et qui est de l'ordre du rêve, et qui est de l'ordre d'une création névrotique, qui est en effet pas franchement intéressante, mais que l'on parle de la violence qu'il y a dans le symptôme, c'est-à-dire que ce que nous choisissons de montrer, d'exposer, et qui est pas simplement ce qu'on a vu, mais ce qui nous a été fait, ce qu'on a éprouvé, et la façon qu'on a eu de réagir avec violence
à cette fascination. Bref, si, en un mot, l'artiste ne peut pas être quelqu'un de passif. Il faut qu'il soit violemment actif, dévorant, pour qu'il puisse témoigner de ce que la violence de l'autre lui a fait éprouver, en particulier la violence de son absence. Voilà ce que ça m'a inspiré. Donc ça ne m'a pas laissé de marbre, ça m'a un petit peu... Je peux vous dire quelque chose par ce que vous avez dit, parce que c'est vrai, quand ma mère m'a dit viens voir ce qu'on a fait aux Juifs, ce jour-là, je suis tombé dans la fosse avec tous les morts. Bien sûr, bien sûr. Il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en sortir. C'est là que l'enfance s'arrête. Vous êtes mort, enfin votre enfance est morte, c'est ce que vous avez dit, c'était la fin de l'Éden. Votre enfance, vous êtes mort enfant là. Je suis tombé, j'étais là dans la fosse avec tous ces morts. C'est un drôle de séminaire cette année, excusez-moi, hein, mais juste après J.B. Pontalis, nous avons Edmundo Gomez Mango, qui a fait un livre magnifique, Le mort enfant, qui est bon, qui va parler encore de cette dimension-là. Je ne sais pas ce qu'on a cette année, on est là-dessus. Bon, voilà, bon, c'est comme ça. La crise. C'est la. Bon. Oui. Ce qui m'a intéressé dans cette année, c'est vraiment l'origine du mot image, c'est-à-dire que c'est le visage, encore une fois. L'image est l'image renvoie au visage, donc à l'essentiel, hein, qui est le visage, et pas n'importe quel visage, mais le visage partant, hein, le visage du disparu, encore une fois, pour qu'il reste parmi les vivants, pour se souvenir. Donc c'est tout le rapport entre la mémoire, l'histoire, le visage, le proche, le familier, qui me renvoie complètement à ces images, qui ne sont pas du tout des images de mort, hein, pour moi. Ce ne sont pas les images des morts. Toi, tu dis les morts, tu dis que ce sont les morts qui sont mises à la lumière, au soleil. Ce ne sont pas pour moi des visages de morts. Ce sont les images des vivants. Ce sont les images des vivants partants, mais les images des vivants, hein. Vous disiez des images d'enfance, enfin c'est à différentes étapes de la vie. Ça renvoie effectivement à la fois à la vie et à la mort. Pas la mort uniquement, hein. C'est la vie et la mort. Hein, c'est comme tu disais, hein, il n'y a pas de limite, enfin le passage, ou ça renvoie plutôt au passage, hein, de vie-mort, à l'informe et à la forme. Je ne dirais pas que ce sont les images des morts, ce ne sont pas les visages là effectivement empreints, hein. On est plutôt dans l'aura ici, là où l'image, l'origine du mot image, elle n'est pas dans l'aura. Il est effectivement collé à la chose, hein. C'est effectivement, ce sont les visages, encore une fois, les images là sont la chose même. Là où ici, on est beaucoup plus, je trouve, dans l'aura, donc dans le dessous de l'image. Non, tu dirais que c'est des images des morts? Des images dévorées? Je dirais même pas que c'est les morts. Non, c'est pas les morts. Je dirais presque que c'est la vanité qui est représentée là. Et on en prend plein sa gueule parce qu'on a cette vanité qui se barre et qui fout le camp, quoi. Et moi, c'est ce que ça m'a fait, quoi. Ça m'a remis en face de ma vanité, de vouloir durer, mais c'est pas possible. Je ne sais même pas que c'est le mort, hein, les images. Non, c'est pas le mort. Non, moi ou au-dessus, ou en dessous, ou ailleurs. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ça nous fait aller ailleurs, justement. C'est si on reste figé sur cette notion de cimetière, d'image, je veux dire, c'est pas tellement intéressant. Vers quoi nous mènent ces images? C'est plutôt ça. Vers quoi nous mène cette informe, déforme, hein, vers quoi nous mène ce travail de temps, de la temporalité? C'est ça que, à mon avis, la saisie là, hein, c'est quand même qu'il s'agissait d'autre chose que des images des morts. Alors oui, mais j'en parle des masques, justement. C'est vrai que je fais des rapprochements avec le travail de Demoule, de l'archéologue, qui a, lui, effectivement fait des photos de masques, des plus anciens masques, je crois, c'est pas à Petra, mais à Hébron, le masque d'Hébron, magnifique masque. C'est vrai que je rapproche les masques de ces visages. Le masque qui est aussi c'est à la fois la révélation et le caché, c'est le montrer et le cacher, hein. Oui, toujours cette biface, enfin, ce dialectique entre le dehors et le dedans, le montrer, le cacher. Oui.
Je serais davantage du côté du masque, effectivement, de l'empreinte. Oui. Ouais, l'empreinte. Oui, Alexis. Ça a été un choix. Ça vous est arrivé de pouvoir les voir, ces photos, quand il n'y avait pas de soleil? Ah, là, vous parlez à qui? Mais monsieur Ninja. Vous pouvez répéter? Est-ce que ça vous est arrivé de voir les images sur les tombes quand il n'y avait pas de soleil? Ah, la nuit. La nuit. Est-ce que tu allais transgresser la nuit? Je ne sais pas si c'est la nuit ou si c'est l'après-midi. l'après-midi. Les cimetières sont fermés, on n'a pas le droit. Mais Il l'après-midi. n'a pas transgressé plus que ça. Oui. Non, mais... Il suffit de se laisser enfermer. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on... Non, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai vu que le les soleil images tombe. dans une salle de cinéma une fois, et c'était la nuit, quoi. Donc elles étaient plus lumineuses, plus visibles, c'était la grotte là. Mais je n'ai jamais été dans un cimetière. Je crois pas que j'ai jamais été dans un cimetière la nuit. Je ne parlais pas de nuit, hein, dans le sens que oui. le soleil peut tomber à 4h30 de l'après-midi. Et les Et cimetières comment sont vous les encore ouverts. voyez-vous, ces images sans lumière, sans soleil? Justement, il faudrait que je les voie. Mais il y a la lune. Hein. C'est pour ça. C'est ça parce la qu'on question. parle de lumière, Il on faut parle de soleil. allunir les tombes. Il y a d'autres éléments qui travaillent la céramique. Il n'y a pas que la lumière. C'est même pas la lumière, je pense qu'il les travaille. Moi, j'ai monté énormément d'expositions, tout ça, avec la Racine. Et les choses qu'on s'était... et puis même dans les musées, on fait très attention avec les œuvres d'art et la lumière. C'est souvent avec le moins possible de lumière pour qu'elle dure le plus longtemps. Oui. Ouais. Sinon, l'image disparaît complètement. Disons, l'œuvre disparaît complètement. C'est l'eau qui a marqué aussi ces images. L'eau, la pluie, hein. La grêle, enfin, le gel, bien sûr. Oui. Mais le simple fait de les avoir photographiés les a aussi atteints. Vous vous souvenez du film de Fellini Roma, lorsque le métro s'engouffre dans les sous-sols de Rome et que la lumière du présent rencontre les Fayoum, les effigies du passé, celle-ci se dilacèrent. On a beaucoup de problèmes avec les grottes de Lascaux, je pense. Bien sûr, Lascaux est fermé. La lumière du passé, la lumière de l'intelligence la lumière du présent et la lumière de l'intelligence sur ce qui est passé a toujours un effet d'altération, de meurtre de la chose. Il va être temps de nous quitter, mais peut-être, Céline, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, dire un mot sur l'expo La Force du Nom? L'exposition? Enfin, l'expo. On a déjà fait beaucoup de choses, pas encore une exposition. Le colloque. Le colloque, pardon. Merci, en tout cas. Vous voulez que je dise un peu Donc c'est la suite de Schmatesi. Bien sûr. Bien sûr, c'est la suite. Alors c'est toujours l'histoire, la route de soi, puisque j'ai été interpellée cette fois-ci après Schmatès, après le mot, par le nom. Et les noms d'histoire, et comme je dis, les noms de langue, les noms de direction géographique, ces noms sur lesquels on bute, des noms avec beaucoup de consonnes parfois, ou des noms qui résonnent de langue et qui sont parfois difficilement prononçables. Donc je me suis effectivement intéressée aux noms et aux noms de plus peut-être familiers, les noms des Juifs ashkénazes et des séfarades. Et j'ai voulu donc, j'ai initié un colloque, mais aussi un film où j'ai voulu entendre, comme je dis, mettre les noms dans la bouche et entendre les gens prononcer leurs noms de génération en génération pour un des films, et entendre comment effectivement l'accent pouvait passer d'une génération à l'autre. Et j'étais très effectivement surprise que les accents ne passaient plus et qu'on avait perdu l'accent. Donc les noms, on les prononçait avec l'accent du pays, l'accent notamment français pour les gens que j'ai entendus. Et par ailleurs, donc ça c'était une chose, cette question des noms et des noms de langue, mais je me suis donc intéressée aussi au changement de nom
et des gens donc, qui avaient francisé leur nom après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50, 60, 70, même 70. Ces personnes ont changé de nom puisqu'ils ont voulu, comme ils disent, protéger leurs enfants pour les protéger en cas de guerre et pour les protéger de l'antisémitisme, pour leur permettre une meilleure intégration et pour qu'ils soient, encore une fois, ne pas victimes à partir de leur nom d'antisémitisme. Je parle vraiment, encore une fois, des juifs ashkénazes, essentiellement puisqu'il y a une grande majorité de juifs ashkénazes qui ont changé de nom. Donc voilà, on a fait effectivement un colloque qui s'appelait « À force du nom, leur nom, ils l'ont changé » à Musée d'art et d'histoire du judaïsme et à l'Université hébraïque de Jérusalem. Et c'est vrai que ça a donné lieu... Alors donc, parallèlement à ça, et essentiellement, j'allais dire, pour ce colloque, il m'a fallu trouver une matière, pareil, la matière était importante, une matière de témoignage, et entendre ces gens, pourquoi avaient-ils changé de nom. Donc je suis allée un peu entendre ces personnes, ces familles, de génération en génération. J'ai souhaité réunir, ce qui n'était pas toujours facile, plusieurs générations. La génération du changement de nom, la génération de ceux qui ont subi, parce qu'il s'agissait parfois de subir ce changement de nom à l'adolescence, qui n'a pas été simple, et la génération du nom changé, née avec le nom changé. Donc ça a été extrêmement intéressant pour moi d'entendre, et d'entendre aussi quel est l'effet pour eux, qu'est-ce que c'est encore une fois d'avoir changé leur nom, et comment ils vivent aujourd'hui leur changement de nom. C'est pas si simple, notamment pour la génération qui a vu son nom changer à l'adolescence, encore une fois. Et c'est cette génération-là qui est maintenant dans une démarche pour reprendre leur nom changé, leur nom avant changement. Et comme vous savez, en France, où on ignore parfois, il y a une jurisprudence qui ne permet pas le retour au nom. Donc vous pouvez changer de nom, c'est même exceptionnel, mais c'est possible. Et notamment dans les années 60-70, il y a eu vraiment une grande vague de changement de nom, comme pour les raisons que je vous ai données. Par contre, l'inverse n'est pas possible. Vous ne pouvez pas reprendre un nom changé. Alors, nous disent-ils, du fait de la fixité du nom, on ne peut pas modifier comme ça son nom, donc reprendre un nom. Et ce qui m'a quand même frappé, c'est pour ne pas revenir à un nom à consonance étrangère. Donc l'après-colloque a été la création d'un collectif. Et c'est là où on est vraiment c'est absolument incroyable, parce qu'on est très médiatisé. Ça intéresse beaucoup de gens qui se sont d'ailleurs très concernés. Il y a quand même pas mal de gens, pas énormément, mais beaucoup de gens se sentent concernés. Et on est en train effectivement de faire une démarche pour assouplir cette jurisprudence. Donc on a été reçu au Conseil d'État. Et vraisemblablement, il y aura un assouplissement de cette jurisprudence à condition, on nous a demandé quand même la nécessité de la cohérence familiale, c'est-à-dire qu'à la fois la génération de ceux qui veulent reprendre leur nom et leurs enfants majeurs fassent également une démarche. Voilà un peu ce que c'est que la force du nom. Donc c'est surtout, ça a été un colloque effectivement qui a rassemblé comme un colloque pluridisciplinaire où on a rassembler différentes disciplines, et psychanalyse bien sûr, historiens, artistes, linguistes, philosophes, etc. Et sociologues, Nicole Lapierre qui a écrit un magnifique livre « Changer de nom ». Et on a réfléchi à cette question des changements de nom, mais aussi ce que c'était un nom, puisque pour nous, analyse, c'est quand même important, la question de la filiation, de la nomination, qu'est-ce que c'est que nommer. Voilà, donc ça a donné lieu effectivement à un colloque, à un film et à une démarche maintenant plus politique. Farida, elle est au courant de tout. Absolument. Voilà. En tout cas, bravo pour tout, et pour ça en particulier, la force de l'art et de la psychanalyse pour aller jusqu'au Conseil d'État et retravailler l'histoire. Donc tous ceux qui sont concernés peuvent encore aller voir Céline pour dire devant sa caméra leur nom, pour voir s'il y a l'accent, c'est-à-dire l'affect de la langue. Oui, c'est quand même ça, l'accent. Et si on perd l'affect de la langue, qu'est-ce qui reste ? Et puis après, vous pourrez voir Boltanski et faire enregistrer vos battements de cœur. Et puis comme ça, vous aurez fait le tour. Merci en tout cas. Merci. Et bravo à vous deux. Merci pour cette intervention.